Ah, ça t'inspire, hein. Je crois qu'on va venir chez Watt. S'il y a de la vaisselle à faire. L'enjeu, c'est que les journalistes doivent être les chiens de garde de la démocratie. Bienvenue dans CKR épisode 17. Ça y est, petit à petit, on s'approche du challenge qu'on s'était donné avec Dr H d'arriver au 20e épisode parce qu'à Skip, il n'y a que 90% des podcasts qui dépassent le 20e épisode. C'est ça. C'est une dinguerie. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir. Ouais, on est trop chaud. Toujours un plaisir de vous recevoir à la maison avec Dr H qui est toujours là. Ça va, toi? Tranquillou, et toi? T'as passé une bonne semaine? Ça T'as va. bien taffé? Ouais, Là, un petit peu. un petit peu. Derrière la caméra, à la réalisation et au montage, il y a ma chérie Gaëlle Camicagnan. Allez checker sa chaîne YouTube Maskoff. Il y a le nouvel épisode qui est sorti là avec Tony Anderson, un joueur de foot US qui a joué aux États-Unis en plus. On a le showrunner Mourad Mokadem. Ouais. On a Mani le chat évidemment. On a une invitée aussi. Il y a Elsa qui est avec nous. Salut Elsa. Et ouais, un peu de public, ça fait plaisir. Et là, on va parler de l'indépendance des médias. Est-ce qu'un média d'info doit appartenir à un milliardaire? Vraie question. Parce qu'en ce moment, il y avait plein d'auditions. Vous avez pu les voir de tous les acteurs de l'audiovisuel qui se sont fait auditionner par l'Assemblée nationale. Un vrai sujet. En tout cas, merci pour tous les messages que vous nous laissez parce que c'est toujours des messages de qualité. Vous soutenez, vous êtes de plus en plus nombreux. C'est très touchant. Donc merci 1000 fois. Continuez de vous abonner à la chaîne, que ce soit sur Spotify. Mettez des étoiles, hein, les 5 étoiles, ça fait plaisir. Sur Apple Podcast aussi, abonnez-vous. Sur Deezer, sur YouTube évidemment. Donc merci 1000 fois. Et là, je vois des petits messages. Par exemple, on a Aspissime qui a dit quand j'étais ado, il y a quelques années, j'en apprenais beaucoup avec Rendez-vous avec Kevin Razi. Maintenant, ses connaissances semblent sommaires. Sympa. Mais j'en apprends encore davantage avec Dr Hamza aujourd'hui. Voilà. Moi, j'étais prof. Moi, j'étais instituteur. Et maintenant, il est passé aux études supérieures. Il est avec Dr H. Il a voulu dire que c'est une passe D. Je t'ai fait une... Voilà. J'aurais donné les petites... Maintenant, c'est dans les stats. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. C'est gentil. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci pour le message. Ça fait trop plaisir. Merci. Il y a Lunours qui dit merci pour cet épisode. Si j'avais eu plus de professeurs comme Hamza, j'aurais moins dormi en cours. Kevin, je t'aime bien aussi. Mais je sens. Ils sont ligués. J'ai cramé que petit à petit. Voilà. Non, mais je sais. J'ai cramé que petit à petit. C'est vrai que s'il y a un dimanche où je peux pas faire le podcast, mais il y a Hamza, je sens que on va pas avoir de oh non, on fait chier. Mais j'accepte. C'est quoi? J'accepte. C'est faux. Parce que c'est ma chaîne YouTube, donc ça me va. C'est exactement. Qu'on n'oublie pas. On a eu sur l'interdit. Ah oui, parmi les sujets qu'on avait traités la semaine dernière, sur l'interdiction de la Fédération française de football d'accorder une pause aux joueurs qui font le ramadan. On parle d'une petite pause de 30 secondes, juste le temps de rompre le jeûne, boire un petit verre et manger un petit queutru. Ça a fait beaucoup de débats dans les commentaires sur Insta. T'as vu ou pas? Tout à fait. C'est drôle. Alors, très amusant. Il y a Karim et Sally qui ont mis c'est tellement dommage. En France, nous avons une fâcheuse tendance à aimer être les derniers de la classe. Vivons pour un monde plus juste, plus tolérant, où chacune et chacun peuvent apprécier et faire ce dont ils ont envie. Je prie pour que cette France soit un jour heureuse de vivre ensemble. Tu sais, moi, avant, c'était mon idéal. Tu vois, j'étais très partisan de l'utopie. Et je pense... J'ai l'impression, alors je sais pas si c'est l'âge ou quoi, mais j'ai l'impression que ça ne pourra jamais arriver. En fait, il faut tendre vers un idéal, mais la perfection est inatteignable. C'est très compliqué, j'ai l'impression de me dire qu'on pourra arriver à cette harmonie, tu vois. Je me demande parce que je ne sais pas si sur Terre elle existe quelque part. La perfection, bien sûr que tu veux pas l'atteindre. Non. Mais il faut essayer. Voilà, c'est ça, c'est ce que je me dis. Non, c'est pour ça que, pour moi, les utopies, c'est vital. Si on abandonne les utopies, en fait, forcément, on fait une défaite et tu fais qu'aggraver la situation. Ouais, tu creuses encore plus. Bah ouais. En fait, et on devient pessimiste. Et du coup, on va toujours chercher les choses négatives. Alors, des fois, même, je le vois, certains se le disent. Ouais, il faut pas parler de trucs négatifs. Alors, je sais qu'il y a toujours ce truc-là. Est-ce que c'est bien de parler des choses négatives? Est-ce que c'est bien de parler de choses positives, que des choses positives? Pourquoi on n'arrête pas de parler de la religion, etc. Alors, déjà, 2 secondes, c'est pas nous, hein. Ça s'appelle l'actualité, en fait, les amis. Ouais, grave. Donc, faudrait se clarifier là-dessus. Et tu l'avais dit, ça, en plus. Hein, tu l'avais dit, les musulmans, ils ne parlent pas autant de la religion que... Et l'idée, c'est que, par contre,
contre, oui, pourquoi il y a un peu un malaise là? Pourquoi il y a un malaise qui se crée? Parce que déjà, on a l'impression de se dire que ah, mais pourquoi ils sont là, eux? Bah oui, mais ils sont là, ils ont une religion, ils ont une pratique, ils ont une spiritualité. On peut être d'accord avec certaines choses, pas être d'accord avec d'autres. Il y en a qui pratiquent, il y en a qui pratiquent pas, il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. C'est encore une fois, c'est toujours plus complexe et ça, c'est super important. Là où c'est important, par contre, c'est que j'ai vu pas mal d'âneries. Pour être poli, hein. Ouais, ça fait très prof de CE2. C'est ça que t'es prof, ouais, grave. Beaucoup d'âneries, là, hein, au fond de la classe, doucement. Non, mais tu sais, du truc de, ouais, la laïcité, ça se vit dans le privé. Bah non, en fait, vous êtes des ouf, en fait, ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut reprocher aux gens de pas savoir ce qui est vraiment la laïcité, sachant que les responsables politiques ne le savent pas non plus? Ouais. Dans les médias, ça parle de laïcité sans vraiment utiliser la définition qui est inscrite. Mais littéralement, bah en fait c'est ouf quand même. Ça, c'est une vraie dérive qu'on a observée. Ouais. C'est dans le livre de Sainte Ignorance. La Sainte Ignorance, c'est. Attends, c'est qui déjà? Ouais, ça va venir. Attends, je l'ai. Soit c'est Roy, soit c'est Olivier Roy, soit c'est Bobéro. Voilà, Bobo. Voilà. Non mais c'est Roy, c'est ça, c'est Roy. La Sainte Ignorance, c'est Roy. C'est Roy. Patrick Roy, ouais. Ça y est, je suis mort. Donc non, concrètement, en fait, il y a une dérive en fait qui s'est faite justement depuis 2005. Par contre, on a pris un toboggan où de plus en plus on dit n'importe quoi sur la laïcité. Mais vraiment, c'était une récupération politique de dingue où vraiment on en a fait ce qu'on a. En fait, ça a commencé justement avec la loi de 2003. 2004, c'est 2004 qu'elle est passée sur les ports de signes ostensibles dans l'école, dans le lycée, et progressivement en fait, la laïcité est devenue un argument politique pour en fait compte, oui, c'est plus facile de parler de laïcité que de parler de les bougnoules et les noirs, ils nous embêtent. Ouais, c'est ça. À un moment donné, de le dire comme ça. Non, c'est la laïcité, c'est notre mode de vie et c'est quel mode de vie la laïcité. Enfin, tu vois, et en fait c'est là qu'on sent qu'il y a un truc qui est malsain. Attention, la laïcité est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'elle concerne, donc on va la définir tranquillement parce que ça me semble super important. Oui, la définition de la laïcité. La première des choses, c'est que c'est d'abord la laïcité et un aspect institutionnel. C'est la stricte séparation des églises, comme on dit, des églises et de l'État. Ouais. Donc en gros, l'État n'a pas à avoir d'influence sur les églises et les religions, et les religions n'ont pas à avoir d'influence sur l'État. Donc là, on parle d'institutionnalité. Ok, c'est uniquement les institutions. C'est pour ça que précisément ça s'est fait avec heurts, ça a été très difficile, ça a été très violent parfois même. C'est parti même aux limites du sanglant lorsqu'on a enlevé des crucifix dans les écoles, etc. Mais parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. Jean Bobéro le dit très bien dans son Histoire de la laïcité, 1905-2005, une histoire de la laïcité. Il a fait un autre livre, Histoire de la laïcité tout court. Enfin, c'est l'expert historien sociologue de la laïcité, Jean Bobéro. Vraiment, c'est très carré, tellement de références. Il explique que c'est pas rien la question de l'école. En gros, même je sais bien que beaucoup de musulmans se sont sentis heurtés sur les mentions qu'on fait en fait de la laïcité vis-à-vis des musulmans dans les écoles, etc. Mais Bobéro explique bien quand même. Il dit que l'école a été un espace sensible de la laïcité, puisque l'école était d'abord un monopole de l'Église. C'est-à-dire, c'était les curés qui étaient des profs. Oui. Avant, avant, il n'y avait pas d'école, il y avait en fait, c'est en église qu'on apprenait. C'est les écoles catholiques, en fait, que tu venais t'instruire. Tu vois, avant qu'on fasse l'école publique, justement, qu'on passe à l'école, comme on dit, de Ferry, etc. Ouais. C'est là, en fait. Et pour le faire grosso modo, parce que c'est une longue histoire qui va se nouer avec la Troisième République, mais là où c'est super important, donc, c'est que comme l'école était un grand espace réservé de l'église, il y avait une sorte d'accord, même de la royauté, qui dit « Oh, c'est bon, occupez-vous de ça, machin ». La laïcité a dit « non, ça y est, c'est terminé ». C'est maintenant, par contre, c'est vrai, c'est l'État qui récupère le bébé. C'est l'État qui va reprendre. Et la loi de 1905 était là pour faire la séparation, mais comme le disait Jaurès, c'était une loi d'accalmie. Elle était là pour apaiser. Parce qu'il y avait un vrai conflit, c'était le choc des deux France. Il y avait le conflit des républicains laïcards, dont j'apprécie beaucoup la position, parce que je pense qu'historiquement, il y a une immense pertinence à cette position-là, vraiment. Parce qu'il faut comprendre, en fait, la mainmise, l'emprise, etc. On m'a cité, alors je ne l'ai pas vu, mais ça serait bien de le mettre en ref, parce que c'est pas bête, mais Dune 2, enfin, Dune partie 2, parce que Dune. sur la question de la manipulation religieuse, c'est très parlant pour les gens. Même un prêtre me le dit, même un prêtre me l'a dit. Il m'a dit, il se manque un peu de trucs religieux, mais je sais pourquoi il a raison, etc. Donc, tu vois, c'est comme vrai, quoi, donc c'est drôle. Mais en gros, donc ça c'était pour cette emprise là. Lorsque l'État va récupérer, il y a toujours cette idée que
l'Église, elle lâche rarement facilement l'affaire. Hein. Elle a une longue histoire. C'est la plus vieille institution qu'on connaisse encore vivante, en tout cas l'Église catholique, parce qu'il y a les autres religions, évidemment. C'est pour ça qu'elle a fait un peu un compromis. Elle a dit, OK, on sépare tout, on ne subventionne plus, etc. Les profs, c'est des profs laïques, du droit public, qui passent le concours, etc. Mais on prévoit, comme on l'a dit dans son article 2, les aumôneries. Ouais, oui, c'est vrai. Vois. Et ça, c'était les gens. Sauf que, comme on dit, la loi, elle a à peine calmé, parce que vraiment, il y avait une vraie confrontation. C'était très compliqué. En fait, il faut comprendre, hein, le cas, c'est un cas particulier pour la France, mais c'est un cas assez important dans les mondes latins d'origine catholique, dont fait partie la France, avec cette histoire très étroitement liée avec l'Église catholique. Il y a vraiment cette idée où l'Église catholique avait du pouvoir. Et ça, il faut comprendre cette culture et cette histoire. C'est pour ça que ça a fait des conflits. C'est pour ça que la laïcité a été d'abord une revendication de libération, en fait, de pensée et de croyance. C'est qu'on veut garantir aux enfants la liberté de croire ou de ne pas croire, d'avoir toutes les convictions qu'ils ont, de pas baigner directement dans du catéchisme. C'est ça, en fait. C'est ça, le truc. Ça, oui, bien sûr. Donc ça, c'était institutionnel, tu vois. Il y avait sur la question de l'école. Et ça a mis du temps, ça a mis énormément de temps. L'ennui, c'est qu'on a déplacé un débat qui était celui de la séparation de l'Église et de l'État pour l'amener ensuite sur la sphère publique. Sauf que, littéralement, il n'y avait pas de débat sur la sphère publique. Il y avait des revendications de part et d'autre. C'est-à-dire que des catholiques disaient « D'accord, c'est bon. On n'est plus dans les écoles, on n'est plus dans l'État, on n'est plus dans les trucs officiels, mais laissez-nous continuer de faire nos rites parce qu'il y a les processions. » Donc ça, on en fait quasiment plus. Je crois qu'on en fait plus du tout en France. Il me semble qu'on en fait plus du tout. En France, sauf que c'était pas interdit. Tu vois. Mais des laïcards avaient, pour toutes les raisons qu'ils avaient, disaient non, faut arrêter aussi avec ça. C'est bon, vous saoulez les gens et tout ça. C'est là qu'arrivait la revendication de la religion, c'est dans le privé. C'est d'ordre privé. C'est marrant, j'ai un pote qui me disait que fallait pas qu'on dise laïcard parce que c'était Alain Soral, c'était l'extrême droite qui disait ça et tout. C'est parce que nous, on s'est permis de le dire en parlant de la gauche Antoven, Fourest, etc. Là. Ah ouais, moi je suis laïcard, donc à un moment donné, ça va, hein, ça me perturbe pas plus que ça. Hein. Ouais. Donc en gros, pourquoi dire ça, c'est que après oui, il y a les sobriquets de tout le monde, des uns et des autres. Journalope, c'est tous ces mots-là. Exactement. Non mais les merdias. Les merdias. Donc on les a tous des trucs comme ça. On les connaît. Oui. Sauf que nous, j'avais découvert une chance pour la France. Exactement, ou les Suédois. Les Suédois. Oh, je l'ai vu. Là, il y a tout à l'heure en story de quelqu'un. Ils sont tellement malins. Oh là là, oui. Ils sont vraiment dans la subtilité. Attends, je vous fais juste le topo. C'était quelqu'un qui racontait j'étais avec ma fille dans la rue et là je vois quelqu'un qui montre son sexe devant tout le monde, etc., machin, donc un taré. Et la story d'après, et là ma fille qui dit ah bah tiens, comme par hasard c'était un Suédois. Et après la personne dit je précise que c'est un black, donc je vois qu'elle a bien été éduquée, elle était fière de dire que sa fille avait dit ah bah tiens, encore un Suédois. Oh putain, la fille elle doit avoir 9 ans. Et du coup ils font comment si c'est un Suédois qui le fait? Oui, parce qu'il y a... Ça va devenir quoi? Comment on fait en fait? Imagine, c'est vrai. Imagine Renoir, il est Suédois. Elle va dire, c'était un Malien. Hein. Ah ouais, t'es au-dessus. Vraiment, vous êtes des grands malades. C'est un Eriksen là, et toi, il se retourne. Oui, je suis Suédois. Viking depuis 3 générations. C'est des malades. Ils se sentent subtils en plus là-dessus, parce que attention, on peut pas tout dire. Hein. On n'a pas le droit de tout s'exprimer. On n'est plus en France, on n'est plus chez nous. Bon, les fantasmes, ça on a bien vu. Il y a plein de gens qui sont un peu fatigués ou qui ont des frustrations. Et puis bon, ça fait toujours des piscines de seum, donc c'est toujours marrant. Ouais. Mais concrètement, le truc sur la laïcité, c'est que la sphère privée, il y a une revendication. C'est-à-dire qu'il y a des gens, entre ceux qui sont partisans de la laïcité, il y a évidemment ceux qui sont partisans très forts de la laïcité. C'est-à-dire que pour eux, ils considèrent que tout système religieux est un système d'oppression. Ouais. Ça, c'est une opinion qui a un argumentaire, etc. Et évidemment, ils vont défendre cette opinion. Inversement, d'autres vont dire qu'il n'est pas nécessaire que la religion ait un pouvoir pour qu'elle puisse s'exprimer. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas parce que tu vois des gens pratiquer publiquement une religion que c'est forcément le fruit d'un pouvoir. Parce qu'en France, on a du mal à faire la différence. On a connu trop longtemps qu'une expression d'une seule religion. Parce que
il y a le judaïsme quasiment depuis au moins l'an 1000 en France, et le protestantisme, il est né en France, mais il a quasiment disparu. Enfin, il y a des protestants en France, hein, mais c'est terrible, hein, parce que d'ailleurs c'est ça dont on parle des guerres de religion. Hein. En fait, compte, c'est pas vraiment une guerre de religion, c'est une répression ignoble qui a fini par un immense massacre, qui a fait fuir, mais quasiment la quasi-totalité des protestants de notre pays. Alors qu'un protestant, c'est un catholique qui se met à lire la Bible tout seul. Hein. C'est pour le faire vite. Donc il faut qu'on commence l'émission après, d'ailleurs, j'allais te dire. C'est dommage. Parce que là, on a 14 minutes. Mais fini ce que non, mais c'est vrai. Parce que non, mais on n'a même pas attaqué les news. Non, mais c'est vrai, en gros, voilà, parce que clairement, le truc, c'est de revenir sur le principe que, concrètement, dire que ça doit se faire dans la sphère privée, en fait, c'est complètement faux. Ce n'est pas du tout ça l'esprit de la laïcité. La laïcité, c'était de garantir la liberté de tous, c'est de permettre à ce que l'expression religieuse soit en fait libre et qu'elle ne soit pas le fruit d'un ordre politique. Parce que l'Église était à l'origine un ordre politique. Oui, c'est ça. Donc, tout simplement, en fait, si quelqu'un dans la rue, et là, il y a un grand débat sur les entreprises, sur les clubs, etc. Mais là, après, faut gérer ça en adulte. Faut discuter tranquillement. On est dans un vivre ensemble. Moi, je me suis dit, pourquoi ils font un effet d'annonce? En vérité. Et là, il y a un truc malsain. Bah ouais, en vérité, ils auraient dû, la FFF, hein, on parle de ça, ils auraient dû dire, les gars, en fait, mais c'est pas comme si le ramadan, ils ont pas découvert le ramadan avant-hier en France. C'est ça, en fait, qui est chiant. C'est que, depuis 50, 60 ans, ils font comment? Je veux dire, il y a eu Zizou, il y a eu Benzema entre temps. Enfin, il y en a eu plein des musulmans, tu vois, en équipe de France, et ça n'était pas un sujet. Bien sûr. C'est pour ça que, bref. J'ai quelqu'un qui avait réagi sur quand on a dit que c'est la réaction par rapport au Conseil d'État qui déclare que les filles n'étaient pas un parti d'extrême gauche. D'ailleurs, il y a quelqu'un en DM qui m'a demandé la date de l'arrêté, il n'arrivait pas à retrouver, donc je lui ai retrouvé le truc. Parce qu'il y croyait pas. Oui, mais c'est bien, il a une bonne démarche. Il m'a dit non, est-ce que tu peux me retrouver? Et en vrai, LFI n'a jamais été d'extrême gauche. C'est juste que des membres du gouvernement commencent à répéter un truc comme des perroquets à longueur de temps. Ça en fait une vérité comme éco-terroriste, islamo-gauchiste. On en parle. Sauf que ce n'est pas eux qui font la pluie et le beau temps. LFI est un super groupe, n'en déplaise au gouvernement. Et il n'est pas des filles, hein, ce message. Non, je ne sais pas. Le doute est permis. Le doute est permis, voilà, le doute est permis. Son nom, c'est Cachou en vrai, voilà. Sur la guerre potentielle entre la France et la Russie. Ah, d'ailleurs, là, l'extrait qu'on a balancé au moment où on tourne l'émission, je sens que ça n'a pas fait de. Tu sais, l'histoire que tu dis, tant que moi, Bernard Arnault, ses comptes sont pas vidés, c'est-à-dire qu'on part pas en guerre. Ah, il y a plein qui sont pas contents, qui sont pas d'accord. C'est bien. C'est bien. Ça change ma vie en fait. Il y a ATB Méthode qui dit bonjour. Ce qui m'est complètement insupportable, c'est qu'une poignée d'hommes arrive encore aujourd'hui à trouver des bras et des jambes pour porter leur folie. Oui, voilà. Je trouve. Non mais en vrai, dans plein de commentaires, il y a énormément de commentaires sensés. Enfin, je suis pas là pour donner des médailles. Hein. On s'en fout. Mais c'est que en fait, il y a plein de gens qui le savent et qui le voient en fait. La question de la logique de guerre, c'est que ça ne satisfait que précisément les personnes qui n'y vont pas. C'est vraiment. En fait, au final, on est là-dessus parce que bon, les gens ont l'air d'être très fatigués, ou ont du mal avec la question de la géopolitique, etc. Ils pensent que quand on fait pas de la géopolitique, comme eux ils l'ont entendu, c'est pas de la géopolitique. Bon, ça c'est pas grave. On n'a pas le temps de vous faire lire les livres qu'on a lus, mais concrètement, ça sont très compliqués. Hein. Mais concrètement, le truc c'est que revenons à un truc très basique, c'est que si vous êtes chaud pour la guerre, allez-y. Vous savez qu'il y a un boulevard qui est ouvert. Hein. Vous pouvez y aller. Vous avez des avant-premières. Il y a des avant-premières. Hein. Allez-y en Ukraine, soyez chaud, portez votre courage et défendez la démocratie de je ne sais quoi. D'ailleurs, hein, parce que là aussi, c'est que vous ne savez même pas ce qu'est l'Ukraine. C'est-à-dire que vous ne savez même pas quelle est sa configuration politique, sociale, démographique et historique. Vous ne savez même pas ce qu'est l'ennemi que vous voulez affronter, la Russie. Vous ne savez pas que généralement on gagne très peu de guerres contre les Russes. Hein. Ça ne veut pas dire que les Russes n'ont jamais perdu. Ils ont des défaites, un truc bien clair. Mais concrètement, c'est généralement 3-0 contre les. Voilà, je compte pas ce terrain-là, effectivement. Mais voilà, en gros, c'est ça. C'est que si les gens sont convaincus de ça, allez-y. Franchement, je vous retiendrai pas. Mais sachez une chose, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Je me demande même si c'est pas plus aujourd'hui qu'avant. Ah, mais il y a personne qui veut y aller. Dans le sens, la grande majorité n'a aucune envie d'y aller. Hein. Donc le truc, c'est simple. C'est de ramener juste à cette évidence-là. Les va-t-en-guerre, c'est toujours les mêmes. Ouais. C'est-à-dire ceux qui n'y mettront jamais les pieds ni n'en sentiront l'odeur de sang et de mort. Voilà, clairement. Et j'ai oublié, il y avait un auteur, mais je crois que c'est Saint-Exupéry en plus. Hein. Il me semble que c'est Saint-Exupéry qui avait dit ça. Il dit toutes les personnes qui ont l'air d'être motivées. Je sais pas sa citation. Hein, toutes les personnes qui sont motivées à la guerre sont précisément des personnes qui n'ont jamais vu le sang et les éclats et la fureur qu'implique une guerre. Parce que sinon, mais ils feraient tout pour l'empêcher.
C'est évident, en fait. C'est du bon sens. Après, on voit, il y a des généraux à la retraite qui commencent à prendre la parole en disant que Poutine est fou. Tu dis, ouais, bon... Ça aussi, ça va, faut passer un moment. Mais je sais que le narratif est vraiment rentré dans la tête des gens. Totalement. C'est dommage. Ça va finir en réel, ça. Avec la phrase de Saint-Exupéry, revisitée. Ouais. Le mec annonce déjà ce qu'il va découper, tu sais. C'est un marqueur pour moi quand je fais le montage aussi. Petite news, alhamdoulilah, la petite news HMD, la petite news qui fait plaisir quand tu la lis, tu dis Dieu soit loué, un truc que tu dis jamais en français. Tu préfères dire alhamdoulilah, ça passe mieux. Alors cette histoire elle est quand même assez incroyable. Nicolas Puech, c'est l'héritier de la maison Hermès, la maison de haute couture, de luxe. Il a 80 piges, il est célibataire et sans enfant. Il a une fortune estimée à 12 milliards d'euros. Il devait tout léguer à une fondation, mais il a changé d'avis. Il veut tout léguer à son jardinier marocain qui a 54 ans. Et pour le faire, il veut l'adopter. Donc il est allé au Maroc pour rencontrer les parents de ce jardinier et les convaincre de renoncer à leurs droits parentaux. Ah oui, sinon il ne peut pas l'adopter. Sinon il ne peut pas l'adopter. Ah ouais, d'accord. Et ils ont accepté. Oui, dans un temps record de 50 millisecondes. Ils avaient accepté avant que le gars propose le truc. Ils avaient déjà remis les papiers, ils l'ont viré, ils l'ont dit dégage. Ouais. Ah oui, pour la bagatelle somme de 15 milliards d'euros, tu renonces à tu renies qui tu veux. Hein. La seule chose à laquelle ils ne répondent pas vraiment, c'est si son nouveau fils va hériter que de la somme d'argent ou alors s'il va hériter des parts dans Hermès. Ah ouais, ce serait drôle qu'un jardinier marocain devienne patron d'une des plus grosses marques de luxe française. Hein. Oui, t'imagines française. Ah ouais. Ah, c'est drôle. C'est trop. Là, c'est une news Psarté, quoi. Ah ouais, là, c'est franchement. Ah ouais, franchement. T'imagines, le mec, il va se mettre bien. Conseil d'administration, le gars, il arrive. Bonjour. Alors, montrez-moi les produits, on va voir. Le mec, il va les à la découpe. Je te jure. Combien ça 2000, c'est un peu quoi, toi? Mais 25 euros. Il va faire des grosses économies. 25, je te jure. Mais ça, c'est de la peau de crocodile. Mais je te fais ça avec de la vache. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Parce qu'en fait, eux, quand même. On en parle pas assez, mais les Birkin de chez Hermès, la plupart, en fait, t'es sur une liste d'attente pour les avoir. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, pardon. Oui. Parce que... Le sac Birkin d'Hermès, c'est un must-have. C'est le must-have de riche. De riche, en hommage à Jane Birkin, mais de son vivant, hein, parce que, maintenant, décédé, mais je veux dire, ça date. Et c'est un sac. Il y a plein de cigarettes. Il y a plein de cigarettes. Non, c'est un sac qui est fait en alligator ou en crocodile. Tu vois, c'est que des matières comme celle-ci. Et donc, t'as une liste d'attente de parfois 10 ou 15 ans. Ok, c'est bien. Pour avoir un Birkin. Parce que c'est dur de tuer des crocodiles. Parce que le crocodile, faut le choper et tout, c'est une galère. Hein. Donc, tu sais, non, mais c'est ça. Non, mais attends, j'ai cru comprendre ça, visiblement. Oui. Attends, et c'est marrant parce que ça tu coûte vois. Combien d'ailleurs? Bah voilà, c'est ça que par curiosité. Par curiosité. Petite curiosité malsaine. Pour madame, alors on va voir. C'est pour un ami. C'est pour un ami. Bah là, regarde, ça peut aller de 26 000 euros d'occasion. D'occasion. Là, sur Fartech. Pas sûr qu'elle soit certifiée. Hein. À 195 484 euros. Bah oui. Et les frais de port sont à 12 euros. Bâtard. À 59 euros, normalement, tu fais la livraison gratuite. Oui. Normalement, quand tu fais tes courses au-dessus de 50 euros, ils t'offrent la livraison. Non, la question de principe, question d'éthique personnelle. 360 000 euros celui-là sur eBay. Dinguerie. Ah d'accord, ok. Non, voilà. Okay. Et moi, j'avais un cousin à l'ancienne. Il connaissait des gens chez Hermès. Et si tu lui donnais un billet, il te faisait remonter sur la file d'attente. Donc, il avait gagnais 2 ans, 3 ans. Ou parfois 10. Et donc, il avait des gros milliardaires russes, chinois, etc. qui payaient mon cousin pour pouvoir remonter. Comme ça, après, il prenait le sac. Et ça lui est déjà arrivé d'aller chercher un sac à Saint-Barth. Et donc, il partait de l'île Maurice. Il prenait un vol à l'île Maurice, il arrivait à Paris. À Paris, il allait à Saint-Barth. Il avait un sac dedans. Il y avait peut-être 50 000 euros en liquide. Et je sais même pas comment il est passé. Il prend le sac, il le récupère, il l'amène au gars à Paris. Et là, il prenait, je sais pas, moi, peut-être 10%, un truc comme ça. Il faisait des vrais bails. Hein. Une belle histoire. Ah, ça t'inspire, hein. Non, il y a un business model. Le mec, tu sais, qui dévoile tout le plan comme ça. Donc, non. C'est le commerce informel. Oui, voilà. Après, très inspirant. C'était légal, je crois, ce qu'il faisait. Sinon, je l'aurais pas raconté. Non, mais de toute façon, il a l'île Maurice. Tu peux rien faire. Voilà. Il n'y a pas d'extradition, c'est bon. Je te jure. Il y a eu pas mal de commentaires. Kleenex qui dit les fachos en sueur. Tu m'étonnes.
Antec qui dit moi aussi je suis jardinier, pourquoi ça m'arrive pas? On y a tous pensé, t'inquiète pas. On y a tous pensé, chacal. Il y a Rubard qui dit ça fait penser à l'histoire entre Liliane Bettencourt et François-Marie Bagné, quelqu'un qui manipule réussit à gratter sa part du gâteau. Oui, mais c'est autre chose. C'est autre chose parce que là il n'y a pas de manipulation. Après il y a le sous-entendu manipulation. Ouais, alors si vous voulez. Hein, mais... Alors que lui il a rien demandé a priori. Ouais, apparemment. Il a juste bien fait son taf. Après j'ai envie de dire vas-y, il a raison de demander. Qu'est-ce qu'il y a? Et s'il a demandé quand même. Vas-y, il a demandé. C'est clair. Il demande. Il a raison. De ouf. Et il a dit oui. Bah, c'est bon. Voilà. Et il a pas regretté d'avoir demandé. Ah bah non, c'est clair. T'imagines? Là tu peux dire j'aurais dû demander en fait. T'imagines si ça se jouait qu'à ça? J'ai travaillé pour un milliardaire. Je voulais savoir, comme vous n'avez pas d'enfant, je peux être votre héritier? Ouais, bah oui, si j'avais pas pensé. Bonne idée. J'avais pas en plus, t'es là depuis le début, c'est vrai en plus. Hein bon. On va attaquer les médias, les petites news à picorer juste avant. J'ai 2 choses à vous dire. Alors déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne YouTube sur la page. Un grand merci. Avec les packs HMD à 4,99€ pour soutenir la chaîne, pour qu'on puisse faire d'autres épisodes. Ça nous touche beaucoup. Et franchement, ça me touche de ouf parce que ça fait... franchement, c'est un truc de ouf. Et là, je voulais, je voulais fêter notre premier pack FYM, le Fuck You Money, parce qu'il y a 2 packs. Il y en a un à 4,99€ et il y en a un autre à 14,99€. Et là, c'est Crimo Badwer qui l'a pris le pack à 14,99€. Je sais même. Franchement. Alors, pour vous dire, on avait mis ce pack comme ça. On pensait même pas qu'il allait avoir quelqu'un qui allait le prendre. Du coup, on n'avait même pas prévu les cadeaux. On sait même pas quoi. La vérité, je crois, on va venir chez Watt. S'il y a de la vaisselle à faire, je sais pas moi. Je sais pas, mais merci. Franchement, frérot, merci. Magnifique. On n'oublie pas. Ah ouais, non mais de ouf. Non mais pour de vrai en plus. Parce que pour de vrai, ça. Il y a des places de théâtre. Voilà, bonne idée. On va rentrer en contact. Envoie-moi un message. Et je t'inviterai au spectacle. Jusqu'au 30 juin, je joue au Théâtre de la Renaissance dans la pièce d'Alexis Michalik Passeport. Hyper tigeant. Mais c'est trop tigeant. Et je te mets 2 places. Tu viens avec qui tu veux. Voilà. Parce que c'est la moindre des choses, franchement. T'as assuré. Merci. Ouais. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'était... il y a d'autres choses. Hein. Oui, il y aura d'autres choses. Mais en fait, on pourrait même faire un petit groupe WhatsApp avec les FYM. C'est genre là... peut-être qu'on va ouvrir aussi le groupe dans pas si longtemps, le groupe Telegram à un peu tout le monde, pour qu'on puisse avoir un peu plus de... On compte faire ça, tu vois, on voulait attendre un petit peu, mais vas-y, ça nous fait trop plaisir de partager ça avec vous. Et peut-être qu'on va aussi bientôt débarquer sur une autre plateforme. Voilà, je tease, mais peut-être que ça va arriver courant avril. Et donc, abonnez-vous, restez connectés. On a une stratégie. On s'est dit, et là, on a besoin de vous pour que vous puissiez jouer le jeu sur la vidéo YouTube quand elle sort le mardi à 19h. Ce qui serait cool, c'est que, parce que je sais que vous êtes quand même de plus en plus nombreux à regarder les épisodes, à apprécier ou pas, et c'est pas grave, parce que le plus important, c'est que vous participiez. Et ce qu'on aimerait faire, c'est d'essayer d'atteindre à chaque fois qu'on lance un épisode, les 100 commentaires. Je vous explique. On s'est rendu compte que l'algorithme pouvait nous être plus favorable quand il y avait des commentaires, tu vois, après les moultes études qu'on a pu faire. Et donc, on s'est rendu compte que le palier des 100 commentaires, quand il était atteint, souvent, l'algorithme nous poussait le truc en mode « Ah, tiens, ça, c'est un contenu... » C'est horrible de devoir réfléchir comme ça. Ça, c'est un contenu qui est pertinent parce que les gens sont à fond dessus, machin. Donc, il va le remonter dans l'Explorer et dans les pages d'accueil de tout un chacun. De gens qui suivent pas encore la chaîne. Donc là, on s'est dit « Vas-y, c'est quoi, on joue carte sur table, on joue franc jeu. Prochain épisode, dès que ça sort, aujourd'hui, là, au moment où vous nous regardez, mettez un commentaire. Même si vous n'avez rien à dire, juste « Ah, putain... trop cool de boire du Selecto pendant l'émission. Voilà. Super la casquette Monerville. Super la casquette Monerville. Psartek, le nouvel ensemble. Je suis pas d'accord. J'ai pas d'idée, mais je suis pas d'accord. Ouais, grave. Oui, pas de souci. Il y en a qui se gênent pas d'ailleurs. Ouais, mais Hamza, il boit quoi du coup mettez des commentaires juste pour qu'on puisse noter. Jamais. Ouais, et ça par contre je peux pas vous le dire. Voilà, ça c'est entre nous. Et donc voilà, on atteint à chaque fois les 100 commentaires quand on lance un épisode pour voir ce que ça donne. On veut juste faire ce test. Si on voit que finalement ça change pas grand chose, après on refait comme avant et tout. Après ça fait plaisir quand même de lire. Et souvent vous laissez des commentaires de qualité. Franchement oui. Nous, nos followers, ils mettent pas genre ah bien ouais ou alors ah nul. Ils sont toujours là. Je tiens à dire que il est vrai que... Alors attendez, c'était vraiment un commentaire sur Insta incroyable sur la guerre justement, hyper long, je sais pas si tu l'as vu, un commentaire qui parlait même de la relation avec les anarchistes, etc., sur le déclenchement de la guerre, de la première guerre, de la seconde guerre. La personne a compris tout ce que je voulais dire
Et tout ce que je n'ai même pas eu le temps de dire, Je pense que c'est un c'était faux compte merveilleux. de Hamza, il fait genre, c'est Non, je un vous commentaire jure, d'une je vous qualité. jure. D'un Je ne certain sais pas qui est cette Dr personne. H. C'est troublant, la ressemblance est troublante. Le Mezzé, c'est parti le Mezzé, les petites news à picorer. Alors, on commence avec une reconversion. Dans l'équipe, il y a eu un article sur un ancien international footballeur allemand qui s'appelle Luka Podolski pour les Lukas fans de Podolski, foot. ouais. Lucas Podolski, qui avait joué au Bayern. Très grand Entre autres, joueur. voilà. Oui, Et il a oui. expliqué qu'il gagne C'est plus vraiment- d'argent aujourd'hui avec quoi? Avec sa chaîne de kebab qui s'appelle Mangal Doner que pendant qu'il était footballeur. On estime sa fortune à 210 millions d'euros. Alors, est-ce que ça veut dire que, en général, tenir des kebabs, c'est stylé? Bah ouais. Hein. Regarde, la dernière fois, on parlait de Geladal. Comme quoi, hein? Ouais, Comme quoi, bah hein. ouais. Ils se mettent bien, alors. Hein. Mais ils sont pas nombreux ceux qui réussissent à faire des reconversions après une carrière dans le foot parce que c'est très dur de gérer de l'argent. Déjà, Oui, c'est nous, vrai. quand on en a app, on sait pas le gérer. Alors imagine-toi, quand d'un coup, t'as beaucoup d'oseille et que t'as pas d'éducation financière. C'est vrai. Parce que comme on l'expliquait, l'éducation financière, quand t'as pas des parents qui te l'ont enseigné et tout, c'est compliqué. Faut s'y intéresser, faut comprendre ce que c'est qu'un passif, un actif, investir, machin. Bah, il y a un bouquin sur ça, sur. Tu t'es Père remarqué riche, père que. pauvre. Non, ça, oui, Ça, j'en peux plus, celui-là, tout le monde ignoble. le cite, Non, non, ouais. ignoble. Non, c'est l'autre livre. En fait, c'est un livre qui a été fait par les couples Pinson-Charlot. Monique et le mari qui est mort. j'ai reçu, moi, Monique Pinson-Charlot. Trop stylé. C'était ouais. la première, notre première invitée dans Je la veux- saison 2 de Rendez-vous, je je veux crois, qu'elle- avec Natacha Polony. Il faut qu'elle soit notre nouvelle Marraine. Ah ouais, de fou. Ah, vraiment, elle est magnifique. Et ben, en fait, ils avaient fait ensemble un livre sur les gagnants du loto. Ah, Et que, bah, je sais pas si il y a les gens un savent, sacré suivi hein, pour eux. bah, c'est qu'en fait, jamais ils font fortune. Tout simplement. Juste ils dépensent ce qu'ils ont. Mais littéralement, ils se font même éponger. Hein. Et je me Il y demande en a même qui, si. il y en a qui avec se des retrouvent dettes, dans hein. Mais oui, bah, bien sûr. Mais non. Ah ouais, non, mais parce que c'est pas possible. Enfin, tout est fait pour que. C'est comme le casino. Hein. Ouais, non, mais Le casino ne perd jamais. mais c'est, tu te dis quand même, imagine, tu gagnes 210 millions au loto. C'est dur de C'est un gain beaucoup trop brutal, en fait. Ouais. Tu peux pas en mesurer la valeur. C'est impossible. Ouais, je crois. Déjà que quand tu les gagnes. Enfin, bref. Après, il y a eu des commentaires hein, sur cette histoire de reconversion de Lucas Podolski, don de Dieu qui dit de toute façon, il a jamais eu de vraie carrière. Oh, c'est méchant. bâtard. Gaëtan Tipex, il dit Bayern, Arsenal, Inter, champion du monde et certains arrivent à dénigrer alors qu'ils sont même pas titulaires dans leur village. Il est même pas titulaire sur PS5. Et Nicky Larson, pardon, qui dit il y en a, ils critiquent Podolski alors qu'ils sont connectés H24 pour voir si le RSA est tombé. Je te jure, il devrait plutôt être ses potes. Je te jure. Mezzé sur cette fois-ci Véran, Véreux, Olivier Véran. Tu te rappelles de cette vidéo de comment il s'appelle de Bigard, de Jean-Marie Bigard là qui Ah non, faisait un je sketch suis pas tombé sur celle-ci. sur Olivier Véran et il avait fait ça. Olivier Véran, Véreux. Et du coup avec Mourad c'est notre running gag. Excellent. Donc là c'est une info Mediapart. Olivier Véran, l'ex-ministre de la Santé, qui est toujours député. Qui était jusqu'ici neurologue, il se reconvertit en médecin esthétique dans la très lucrative clinique des Champs-Élysées. Et en fait, ce qui est marrant, bah c'est comme le ministre Mourad Metel de l'Éducation nationale qui mettait ses enfants dans une école privée. Ce serait c'est impensable. Bah oui, Tu évidemment. vois, voilà. Hein. Et en fait, ce qui est trop marrant, c'est qu'il a commenté ce choix, Véran, et il a dit quoi ? Rien de plus beau que d'essayer de redonner confiance à des gens qui l'ont perdu après des interventions, des accidents, de pouvoir reconstruire, machin. Lui, il a cité que des gens, tu sais, qui ont eu des accidents de la route et tout. Genre. Zarma, Genre. ils vont tous aller à la clinique des Champs-Élysées, cousin. Eh, gars. Tu vas pas à Jakarta, là, a priori. Tu vas dans Je te jure. On a tous vu Deep Tech. Hein. Oui. C'est vrai, ouais. Vas-y, toi. Hein, là. qu'est-ce que vous n'aimez pas Voilà. ouais, c'est Ils bon, aiment hein. trop faire bluff. Frérot, tu vas te faire de l'oseille, ben voilà. Mais c'est drôle, mais tu sais que pour de vrai, c'est un vrai baratin que les futurs médecins en chirurgie esthétique te disent. Non, mais c'est pour donner une chance, c'est d'abord de la reconstruction et tout. Tu fais, ouais, c'est bien, fous-toi de ma gueule, en fait. La reconstruction mammaire, ouais, si tu veux, vas-y, on a compris. Bah, oui. Et il y a des commentaires, Ispa qui dit on manque de médecins généralistes, de spécialistes, mais Véran préfère faire de l'argent. Comme toujours, en fait, il est quelque part cohérent dans sa. Voilà. Kadi Mani qui dit la honte, Véran, député de l'Isère qui va refaire des boobs et des booties. Prochain titre de la. J'aime bien, prochain titre. Ah ouais, non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que quand t'as une. Il en a plus rien à foutre. En fait, c'est ça. C'était cool de bosser, de servir le peuple, mais en vrai, Ouais, flemme. le peuple jamais, en fait. Moi, je préfère l'oseille. Désolé. C'est vrai, ouais, voilà. Bon, au moins, mais mens pas.
ou mens doucement, parce que le côté je vais aider des gens à se reconstruire, frérot, fais pas genre, quoi. Ou va à Gaza, là t'auras de quoi faire si tu veux vraiment aider des gens. Tiens, ça serait intéressant. Ouais, ça sera intéressant. T'auras du boulot. Hein. Il y a une mesure de lutte contre l'islamophobie qui a été adoptée à l'ONU. Cette mesure vise à combattre l'intolérance religieuse et la discrimination contre les musulmans. Le vote a enregistré 115 pays en faveur, 44 abstentions et aucune voix contre. Et parmi les abstentionnistes, il y avait la France. Ouh, voilà. Voilà, en fait, en vrai. Mourad disait, je vois pas comment tu peux être contre le fait de combattre une discrimination, quelle qu'elle soit, en fait. Et s'abstenir d'un vote comme celui-là, c'est lâche. Parce qu'en gros, c'est style. Bah tiens, il y a quelqu'un qui a mis ça, Tsunami Josuke, qui dit péter de rire ceux qui se sont abstenus, ils voulaient être contre. C'est juste qu'ils voulaient pas grailler une sauce terrible sur tout le pays bleu, blanc, rouge. Ah ouais. C'est tellement. Mais tu sais que, en fait, c'est ce qui est un peu. Dingue, ce qui est relou, et on le voit des fois dans certains. Je l'ai remarqué un peu dans certains commentaires. Ouais. La confusion qui est assez étrange. On en connaît les origines. De dire que l'islamophobie, en fait. C'est une phobie. Ouais, non, mais c'est surtout que c'est une manière d'interdire de critiquer l'islam. Il y en a qui disent... Ah oui, mais c'est même un gros argument, ça. C'est vraiment un gros argument. Certains même te disent, il me semble que c'était même Caroline Fourest qui l'avait sorti, étonné. tu vois, qui avait sorti ça et qui avait dit que, en gros, c'était un truc qui a été fait par des islamistes, que ce nom a été inventé par des islamistes, etc., disant que voilà, c'était pour bloquer les gens pour toute critique envers l'islam. Alors bon, déjà, j'ai envie de dire, tangiblement, je crois que ceux qui ont envie de critiquer l'islam, ils n'ont pas l'air d'être très gênés, en fait. Ils m'ont pas l'air d'être très embêtés, en fait. Hein, tu sais, je sais pas, ça a pas l'air de vraiment les perturber, en fait. Je pense qu'ils sont bien. Vraiment, parce que c'est vraiment, on n'a plus le droit de... Bah si, en fait, vous l'avez toujours eu, en fait. Ouais, hein. Et là, vous l'avez bien usité. À user, abuser. Ah hein. ouais, grave. Donc, vrai, en gros, cette idée que... Parce que, évidemment, je veux dire, et c'est là que c'est marrant, parce qu'en quelque sorte, ça, là, pour le coup, c'est une sorte de reverse islamophobe, de dire, en gros, on a le droit de critiquer toutes les religions, etc. Et t'as envie de dire, mais c'est pas du tout le sujet, en fait. Ouais. Moi, c'est vrai que si je veux rentrer dans le truc conceptuel, tu vois, si on rentre dans le truc conceptuel, moi, j'aime pas le concept islamophobie. Parce que conceptuellement, ça marche pas. Linguistiquement, il y a un truc qui me dérange. C'est une phobie, c'est comme avoir peur des araignées, et puis voilà, en fait, mais tu sais qu'il y avait un vrai débat, très sérieux, il y avait un vrai débat sur judéophobie ou antisémitisme. Parce que Pierre-André Taguieff avait fait un bouquin, c'était en 2003 ou 2004, qui s'appelait La Nouvelle Judéophobie. Et en fait, plein d'intellectuels de tous bords, en fait, l'ont dit non, gars, non, c'est antisémitisme. Je sais qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui critiquent le concept d'antisémitisme, mais bon, peu importe. Parce que moi, je suis plutôt de la très vieille école philosophique de ce point de vue-là, c'est que je considère que c'est de la xénophobie de toutes les manières. Ouais. En gros, on a toujours une peur de l'autre, et une haine de l'autre, et du mépris pour l'autre. Et ensuite, surtout, c'est ça le plus problématique, on passe à l'acte. C'est la grande problématique, en fait, c'est que c'est des discriminations qui ont des impacts réels, qui passent de la discrimination à l'embauche, de la discrimination au logement, et ensuite même des fois d'agression. On parle littéralement d'agression. Donc, évidemment, certains ont trouvé que c'était un peu malaisant de dire racisme anti-musulman, parce qu'il y avait eu cette formule qui était portée par certains, d'hostilité ou de haine envers l'islam. Ça aussi, c'est alors, envers l'islam ou les musulmans. Donc il y en a qui disent c'est amalgame, l'islam c'est pas les musulmans c'est pas l'islam. Sans déconner, on était au courant. Hein. Mais justement, en fait, le problème c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes. Faut arrêter non plus de nous laisser baigner dans une forme de fausse naïveté. Beaucoup de personnes attaquent l'islam en tant que religion pour ne pas avoir à assumer, comme le truc de l'abstention, le fait qu'il s'attaque aux musulmans. Ouais. Et là, pour reprendre Bourdieu, parce que ça c'est Bourdieu dans son article sur le foulard islamique, il dit « Et pour ne pas assumer qu'il s'attaque aux étrangers ». Aux immigrés, ou aux maghrébins, ou aux afro-maghrébins, etc., etc. C'est-à-dire que concrètement, le truc, c'est que ça devient une sorte de cache-misère. On dit, on n'a plus le droit de critiquer une religion. Mais bien sûr que si, vous l'avez toujours eu, vous l'aurez toujours. Mais la réalité, c'est que on utilise, et c'est ce qu'on voit en fait justement dans les saillies dites d'extrême droite, où on amalgame précisément la question de la religion avec ceux qui seraient supposément ses adeptes, pour ensuite en faire un truc négatif qui, précisément, induit et implique des discriminations. Donc, en gros, pour l'instant, tout le monde se base sur cette notion d'islamophobie. Moi, j'en conviens, je trouve que bon, ok. Mais il faut comprendre ce que ça signifie derrière, pour ceux qui ont encore du mal à le comprendre et à le recevoir. Ça signifie toute atteinte et discrimination faite à des personnes supposément musulmanes. Parce qu'en fait, on s'en fout, en vrai. Ben oui. C'est même en droit, on sait ça, par exemple, en droit,
Si quelqu'un il se met à chatter avec une autre personne, il lui fait des avances sexuelles et que la personne dit officiellement dans le chat qu'elle a 14 ans, eh ben t'es condamné pour détournement de mineur, même si la personne n'avait pas 14 ans. Ah. Tu vois, parce qu'il y a l'intentionnalité. Ouais, si la personne elle avait 40 piges, mais qu'elle a joué, en fait, je sais pas, elle a voulu faire le con. Ouais. Et ben en fait, si toi, le coupable quoi, si il a bien vu qu'on lui a dit qu'il avait aucun moyen de vérifier qu'elle avait pas 14 ans et que elle lui dit qu'elle a 14 ans, il dit ouais mais je vais quand même faire des trucs et tout ça. Et qui continue. Je et qui continue. Si tu le dis après et que lui il avait déjà fait ses avances. Non, ça c'est encore un autre problème. Mais ouais, voilà. Et ben en gros, il sera condamné. Donc tu vois, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est ça qu'on entend par le discrimination et donc par islamophobie. C'est quand tu t'en prends à des personnes supposément liées à leur religion. On l'a eu malheureusement, alors c'était pas qu'avec le 11 septembre, mais ça a commencé avec le 11 septembre, où par exemple il y a énormément de citoyens américains d'origine indienne et sikhs, qui par exemple ont souvent une barbe, qui se sont fait agresser parce qu'on croyait que c'était des musulmans. Et donc concrètement, bah oui, c'est tout le truc. C'est ça, si vous voulez, en gros, l'islamophobie. Ouais. C'est tous les fantasmes et discrimination et intolérance et agression qu'on fait à des personnes qu'on prétend ou qu'on pense être musulmans, du fait qu'ils soient musulmans. Bah, nous, on avait eu l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, qui était venu à la radio quand on bossait là-bas avec Mourad, et il était venu faire un petit topo sur la liberté d'expression, etc. Et lui nous disait pendant la réunion que on avait le droit que l'islamophobie c'était pas illégal en France. Voilà, jeu de mots. Voilà, c'est ça, c'est cet argument. Parce que on peut critiquer la religion, mais pas les croyants. Tu vois, mais c'est pour ça que j'aime pas le mot islamophobie en fait, justement. Ouais. Parce qu'on veut toujours jouer sur cette douille-là en fait. Sauf que maintenant, oui, c'est comme l'arachnophobie, c'est comme le machin. Et puis on a le droit d'avoir peur de l'islam. Bah oui, tu peux avoir peur du bouddhisme, tu peux avoir peur de l'islam, si tu veux. Mais regarde comment t'en parles en fait. Et en gros, alors moi je trouve ça un peu chiant parce que moi je me souviens quand ça a été un peu développé et tout, j'étais même à la fac. Je trouvais que en tout cas philosophiquement ça tenait pas en fait. Il y avait un truc qui n'est pas linguistiquement. Maintenant la réalité sociale est établie et il y a pas mal de travaux. Il y a même beaucoup de travaux. Il y a un excellent livre qui s'appelle Islamophobie de Abdelali Hadjat et Marwan Mohamed. Deux sociologues qui ont fait un travail très rigoureux et sérieux sur le sujet, à la fois pour qualifier le phénomène social en tant que tel et pour aussi montrer justement que indépendamment du mot, regarder la réalité qui est concernée et de voir que c'est contre ça qu'on lutte et que maintenant il faut arrêter surtout la fausse naïveté et ce faux truc de on a le droit de critiquer l'islam, mais bien sûr, encore une fois, c'est pas le sujet. La résolution de l'ONU, là, c'était pas pour dire on interdit de critiquer l'islam. Faut vraiment arrêter. Hein. Évidemment qu'il y a des pays où on n'a pas le droit de critiquer l'islam, et ça, c'est un vrai problème. Donc, parce que c'est des problèmes de liberté de manière générale. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas du tout ce dont il est question. Et excellent livre aussi qui s'appelle Musulmans, avec un S, une assignation d'une collègue, c'est Marie-Claire Willems, c'est ça, qui a fait un travail justement sur même ça veut dire quoi un musulman ? Et qu'on constate qu'il y a des gens qui se considèrent comme musulmans et qui sont perçus comme tels, des gens qui se considèrent comme musulmans mais qui ne sont pas perçus du tout comme musulmans, des personnes qui sont perçues comme musulmans mais qui ne le sont pas. Et tout ça, ça a des mécanismes en fait. C'est des mécanismes complexes et c'est très intéressant de le voir. Et c'est lié à des phénomènes médiatiques, des phénomènes politiques et des phénomènes socioculturels. Ah, c'est compliqué les gens, hein. Ben oui, c'est compliqué. Donc c'est cette complexité qu'on veut toujours retraduire et qu'on veut montrer. Et les trucs poncifs les immigrés, bon après t'as toujours les... t'as des gens qui sont pas sortis du bac à sable. C'est comme ça, c'est pas facile. Il y a Paris Match qui veut supprimer les APL. Enfin non, pardon. Selon Paris Match, je reprends. Paris Match qui veut supprimer les APL, ça va rien dire. C'est pas loin. Selon Paris Match, supprimer les APL n'est pas un tabou pour le gouvernement. Un ministre aurait dit, les APL, ça sert à rien. Ça coûte près de 14 milliards d'euros par an et cet argent va directement dans les poches des propriétaires. Ils auraient dû écrire le titre ivre, virgule. Il déclare que les APL... Non, mais surtout, c'est vrai que déjà, c'est bien une phrase de mec qui n'a pas besoin des APL. Mais surtout, l'argument de dire que ça va directement dans la poche des propriétaires, c'est débile parce que c'est justement le principe même des APL, c'est d'éviter aux locataires de payer plein pot. Non mais c'est vraiment un champion du monde hein, celui qui non mais vraiment t'imagines bah non on touche rien là-dessus ça va direct dans la poche bah connard le principe des APL c'est d'aider les gens pour pouvoir payer les propriétaires qui leur louent un bien non mais il est vraiment c'est une fusée, j'espère qu'il existe et qu'ils puissent entendre ça parce que
Vraiment, t'es con. Par Tu contre, vois, j'ai pas Par contre, d'autre mot. le procédé, il est connu. Hein. Les gars, on vous voit venir. C'est bon, comme un Ouais, canard, t'as vu qu'il commence à comme dire un canard qui va atterrir. Hein. Ouais. On vous a bien grillé. Hein. Ça nous coûte 14 milliards. Ouais, ça, c'est nous va, ça. ça va directement dans la poche des propriétaires. Bah oui, parce que c'est vrai que les proprios ne payent pas d'impôts, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de trucs. Pas. Ils les prennent en bitcoin. Voilà, Donc ils sont pas... ça, voilà. En bitcoin C'est connu. du Palau. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont pas français, évidemment. Ils ont une nationalité. Non, mais wesh, n'importe quoi. Mais par contre, encore une fois, déjà, d'où Paris Match parle de ce genre d'actualité? Moi, je pensais que ça parlait justement des boobs et des boutiques. Donc voilà. Ouais. Mais de deux, ça, c'est un procédé vraiment dégueulasse qui prépare, en fait. Faut qu'ils préparent même pas l'opinion, c'est juste qu'ils annoncent, parce qu'ils vont finir par le faire. Bah oui. Bah parce que, encore une fois, comme l'horrible vidéo, et désolé, elle existe la vidéo, hein, d'Edouard Philippe, et ça passe. Je sais pas si tu l'as vu cette vidéo dans une école de commerce. Non. Où en fait il explique qu'il passe les mesures les plus dégueulasses qui soient au niveau social depuis plusieurs gouvernements successifs. Et il dit on est en train de mettre en place la privatisation de l'université. On a commencé à faire des gros rabotages sur les frais d'inscription. On s'est dit on va se manger une révolte et tout. Eh ben non, c'est passé. Il dit ensuite on a fait la loi travail. Hop, et ça passe. Et, ah oui, il enchaîne une saga de l'enfer. Oh le bâtard. Non mais vraiment dans toute la vidéo et ça passe. Et là des fois on se dit peut-être qu'à un moment donné il y aura la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Et ça passe. Et donc c'est ça, on va niquer les APL. Et ben ça passe. Ah putain. Sauf que faut faire attention quand même les gens, hein, parce que c'est pas parce qu'il se passe rien qu'il se passe rien. Comment dire C'est pas parce que ça passe qu'il va rien se passer. Exactement. Ouais, voilà. ouais, Méfiez-vous de l'eau qui dort. Exactement. Il y a Sky67 qui dit on n'a plus le droit d'être pauvre. Mais il est pas au courant, oui. Mais évidemment, c'est interdit. Il y a Meiteku qui dit s'il touche aux APL, c'est des milliers de gens qui finissent dans la rue et quand tu mets quelqu'un à la rue et qu'il a plus rien à perdre, cache-toi. Ouais, c'est un scénario optimiste. Ouais, parce que le truc, c'est qu'en réalité, malheureusement, c'est un vrai paradoxe. Plus on est dans la misère, moins on se mobilise. Ouais, plus on est dans la misère, moins on se mobilise. Sinon, il y a une partie de la planète qui serait déjà en feu. Hein. Ouais. C'est terrible. C'est pour ça qu'il y a une forme de calcul de l'horreur et un calcul de terreur de ceux qui sont puissants, de se dire il faut bien les mettre dans la merde. Comme ça, c'est bon. Leur seule préoccupation, parce que c'est humain, c'est comment je paye mes factures, comment je vis, comment je bouffe. Donc crois-moi que pendant ce temps, il peut pas penser à monter un coup. Hein. C'est un peu l'allégorie là, tu sais, de la grenouille que tu mets dans une casserole. Si tu mets tu mets une grenouille dans une casserole d'eau froide et puis tu mets la casserole sur une plaque et puis tu fais monter tranquillement la température. La grenouille, elle va rester, elle va mourir. Elle va pas sentir que. Alors que si la casserole, elle est avec de l'eau bien bouillante et tu fous une grenouille dedans, elle ressort tout de suite. Exactement. Et nous là. Ouais, ça l'endort en fait, même la chaleur. Voilà, la chaleur l'endort. C'est une allégorie, évidemment. On va faire ça pour de vrai. Oui, voilà, c'est ça. Parce que là, ils ont pensé le premier degré. Mais comment ils ont pu On a essayé, c'est ça. Non, mais je trouve que ça illustre très bien. En fait, c'est ça, c'est que jamais on fait un changement à 90 degrés. On fait toujours tac, 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 comme ça. Et c'est pour ça qu'on. Faudrait que je la trouve, mais je suis quasiment sûr qu'il y a une fable de La Fontaine sur ça. Ah, c'est sûr. La grenouille et la casserole. Non, je rigole. Et le cuistot. Avant d'attaquer le thème du jour sur les médias, l'indépendance des médias, est-ce qu'un média doit appartenir à un milliardaire ou pas, on va faire notre séquence préférée, le no comment. Le no comment, c'est simple, je rappelle le principe. Ouais, c'est très dur. On doit, je vais lire des news et on n'a pas le droit de réagir. Mais vous, pareil, hein, en commentaire, vous ne réagissez qu'en mettant des gifs, d'accord ? Et en emoji, je pense sur TikTok, parce qu'il n'y a pas de gif sur TikTok. Ouais, et en emoji sur TikTok. Putain, le mec, il allait checker tout. Il est chaud. Parce que Hamza, c'est très frustrant parce qu'il regarde tous les réseaux sociaux, mais moi, je ne sais à ce jour pas du tout quel compte il utilise, comment il s'appelle, etc. Ça, c'est flippant. Personne ne sait. Un vrai ninja, la vis. Allez, c'est parti, no comment. Ouais. Une bactérie causant la mort se propage actuellement au Japon et en Corée du Sud. Suite à un reportage chez David Pujadas, Jean-Marc Morandini a écrit sur son blog en parlant de Gaza « On serait bien loin de la famine qui a été évoquée par certains. » Le sprinter de l'équipe de France d'athlétisme Géry Lecomte, obligé de lancer une cagnotte en ligne pour financer sa saison en vue des JO de Paris 2024. Allez, on passe au thème du jour. Oh la honte. Ah wesh. Ah, mon Dieu. C'est pas facile, hein. Non.
Je serais bien revenu sur des trucs là, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. En ce moment, il y a des auditions. Il y a pas mal d'auditions. Je pense qu'elles sont finies, Mourad? Ou il va en rester d'autres? Je sais pas. Il y en a encore. Il y en a encore. En fait, l'Assemblée nationale, fatigue, auditionne tout le monde, tout le monde, pas tout le monde, tout le monde du milieu de la télévision pour dans le cadre de la réattribution, notamment des fréquences de TNT. Parce qu'en fait, il faut savoir que après la chaîne numéro 6, toutes les fréquences de la TNT qui vont jusqu'à quoi, 25, sont gratuites. Elles ont été données gratuitement. Exactement. D'accord. Donc TMC, Énergie 12, BFM, CNews, etc. Toutes ces chaînes-là ont été attribuées. 15-16, ouais, je me souviens. Voilà. Tout a été attribué gratuitement. Et c'est comme des concessions qu'on renouvelle. Et donc là, le renouveau, ça arrive l'année prochaine, c'est ça? Et donc l'Arcom, c'est cette grosse machine qui s'occupe de surveiller ce qui se passe dans le monde audiovisuel et d'accorder les fréquences ou non. Et là, elle doit voir les dossiers et dire si elle renouvelle les concessions à chacun des gros groupes. Et en fait, pourquoi je veux vous parler de ça et je vais en discuter avec Hamza, c'est parce qu'il y a Xavier Niel, le patron de Free, milliardaire, qui lui a voulu plusieurs fois avoir la fréquence 6. Il voulait remplacer M6. Okay. Par une chaîne plus jeune, plus actuelle, etc. Donc on lui a refusé. Et donc il a été auditionné. Il y a eu Bolloré qui a été auditionné. Il y a eu Anne Mémorable Bolloré qui raconte que de la merde. C'est incroyable. En fait, j'ai compris pourquoi, parce que c'est grâce d'ailleurs à Backseat, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est chez Backseat que j'ai entendu? Ouais, je crois. Big up à eux. En fait, il y a quelqu'un qui expliquait que les auditions, elles doivent durer 2 heures maximum, et après les 2 heures, ils sont obligés de relâcher les gars. Donc, il y en a qui ont conscience de ça, et Bolloré le savait. Et il te raconte des trucs. Oui, moi j'ai un actionnaire, et il a une pizzeria, il a tout lâché, machin. Il raconte sa life. Puis surtout que l'intelligence, ça s'achète pas quand on l'entend. Ah ouais, vraiment, c'est pas fido. Je vais pas revenir chez Canal avec tes conneries. Et donc, j'avais pas envie de revenir chez Canal, évidemment. Mais et en fait, ils ont auditionné un peu tout le monde. Hanouna, évidemment. Ce qui est trop drôle aussi, Mourad me soulignait que pas avec Hanouna, ils lui ont dit ouais. T'as un député qui lui disait ouais voilà, on vous a épinglé pour tel truc que vous avez fait et tout. Il a fait oui, mais nous à chaque fois que vous nous avez épinglé, on a payé les amendes et on n'a jamais refait la chose pour laquelle vous nous avez épinglé. Et le député lui a dit oui, mais bon, on va pas attendre que vous fassiez d'autres conneries pour pouvoir. Il y a un moment, c'est à vous aussi de vous contrôler. C'est réguler. C'est le mot réguler. Oui, ouais, c'est ça. Et en fait, toute la question c'était de se dire. Et je trouvais ça intéressant. Est-ce que un milliardaire, parce qu'aujourd'hui, regarde, je te fais le tableau. En France, on a une poignée de milliardaires qui détiennent énormément de médias. Est-ce que c'est pas problématique? Là, on a Vincent Bolloré qui a Vivendi, il a Canal+, CNews, C8, Télé Loisirs, Gala, JDD, il a Femme Actuelle. Attention, Voici. Lagardère, eux, ils ont plus grand-chose, hein, du coup. Parce que Europe 1, ils l'ont plus, parce que ça, c'est Bolloré aussi. Putain, Bolloré. Et le journal du dimanche, il l'avait, mais c'est Bolloré. Ouais, c'est ça. Lagardère, il lui reste quoi? RFM et le... Non, même pas. Le mec, il Paris Match non plus, je crois. Hein. Ouais, mais en tout cas, il lui reste un bureau et une place de parking dans le truc. C'est ce qu'il faut. Et une cafetière d'espresso. Voilà. Bernard Arnault, lui, il a Le Parisien. Aujourd'hui en France, Les Échos. Patrick Drahi, il avait BFM et RMC et Libération. Mais du coup, BFM et RMC, il l'a filé à Saadé. C'est ça. Ouais, un milliardaire. Évidemment. Voilà, libanais d'origine, qui a fait fortune dans quoi, lui? Ouais, les CMA CGM. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ah, c'est lui. Okay. Ouais, CMA CGM. La famille Dassault, ils ont juste Le Figaro. Enfin, juste, il y a de l'immobilier, voilà, ils sont bien. Et Xavier Niel, lui, pour l'instant, il a Le Monde, Télérama, Courrier International, l'Obs, mais il a un système différent. Et Martin Bouygues qui a TF1 LCI. Il a toujours, c'est toujours Martin Bouygues? Ah, c'est marrant, ça n'a pas trop bougé. Ça bouge up, hein. Bouygues aussi, mais là où ils sont l'oseille, c'est l'immobilier. Oh oui. C'est le BTP. Hein. C'est même commencé comme ça. C'est commencé comme ça. Et Xavier Niel, il a un délire que Mourad m'expliquait, c'était le Fonds pour l'indépendance de la presse. Le délire, c'est quoi? C'est que c'est les journalistes qui sont actionnaires, c'est ça? Non, c'est lui, mais il les a bloqués là-dedans.
Ah, ils ont bloqué là-dedans. Elles sont vendues, elles sont accessibles. Ouais. Ah, les parts sont bloquées et elles sont... Ah, d'accord. Et c'est vraiment le pouvoir, il est du côté des journalistes. Voilà. Ah, c'est pas mal. Bah, en fait, c'est un système qui est à cheval entre contrôle de l'État Mhm. et contrôle du privé. Mhm. C'est un modèle économique qui est en fait assez vieux. Je vais pas rentrer dans le truc historique parce que c'est intéressant, mais c'est même un débat sur les universités américaines. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. C'est des systèmes de fondation en fait. Là, c'est un fonds, mais c'est comme les systèmes de fondation, mais c'est des fondations vraiment dédiées. Donc, où en gros, des gens fortunés mettent l'argent dans cette fondation, mais ils n'ont aucun contrôle dessus. Mhm. Tu vois, c'est juste, justement, et c'est souvent pour du prestige, ils mettent l'argent dedans. Et après, par contre, ce sont les acteurs, par leurs compétences, qui vont ensuite, et dont un CA qui va être constitué par ceux qui en font partie, donc les journalistes pour le cas des journalistes, les universitaires pour les universités, qui prennent les décisions. Et normalement en toute indépendance. C'est vraiment lié à leur propre politique. C'est un schéma parce que beaucoup ont critiqué le fait que ça puisse appartenir à l'État, parce qu'il y avait la fameuse critique de l'ORTF, où tout était entre les mains de l'État, donc ça devenait de la propagande d'État. Ouais. Tu vois, de ce côté-là, même si c'est pas si automatique qu'on le croit, hein, Oui, en vérité. Mais, et l'autre critique, c'est évidemment la question du privé. Si ça appartient seulement au privé, bah, c'est pas possible, en fait, parce que ça ne suivra que des intérêts particuliers. Bah, c'est ça. D'ailleurs, il a pas trop répondu sur ça, Bolloré, quand ils lui ont dit oui, vous avez retiré le truc du crédit. Tu sais, parce que là où ça avait commencé un peu la merde, c'est quand ils avaient fait sur leur magazine d'investigation sur Canal+, un truc sur le crédit mutuel. Et sauf que le patron du crédit mutuel, qui est un pote de Bolloré, avait dit bah non, là ils sont en train de faire un truc, c'est relou. Et lui, on l'accuse d'avoir empêché. Bah, d'ailleurs, le truc n'est jamais sorti. Hein. D'accord. Et Voilà. mais je sais plus s'il avait répondu là-dessus. Tu te souviens, Mourad, pendant l'audition, il avait pas vraiment répondu là-dessus. Ah, parce que j'avais écouté, mais c'était Après, il chiant. y a t'as vu, mais il y a du bon sens, en fait. C'est-à-dire que ça aussi, c'est normal que ce qui appartient à un milliardaire, bah, il va le contrôler. En fait, tu sais, je veux dire. Et oui, et lui il dit, c'est marrant parce qu'il s'est contredit dans son édition Bolloré, il dit non mais moi je mets pas le nez hein, dans les ditos machin, hein. Alors, Il dit ça et juste après il dit non mais de toute façon tout ce qui est à l'antenne c'est tout ce que j'ai validé. Oui. Et Bah, si je ne crois pas, c'est ça. Ouais, non, voilà, il a si dit. c'est quelque chose que j'y crois pas, ça je crois viendra. pas quelque chose que je mets. Enfin, oui, ce que je mets à l'antenne, c'est que si je le mets à l'antenne, c'est que j'y crois. Exactement. Je vais pas mettre quelque chose à l'antenne que je crois pas. Bah, connard, donc ça veut dire que tu valides. Totalement. Il est ouf, lui. Totalement. Ah, Totalement. n'importe quoi, là. Totalement. Il me vénère, tu sais, je parle comme si c'était un petit de ma cité. Tu peux. Il est ouf, là, lui. C'est ça. Non, mais Vini, tu peux pas faire des trucs comme ça. Je comprends pas. Et moi, ce qui m'a vénère, c'est que dans ces auditions, les députés, à part Aymeric Caron, qui a été, parce qu'en fait, ouais, je sais que les gens ne l'aiment pas, mais Aymeric Caron, c'était le seul qui se rapprochait du modèle du Sénat américain, tu sais, quand ils reçoivent, parce que eux, ils sont. Ah, c'est autre chose. Hein. Oh là là, Non, c'est vraiment autre chose pour le coup. Zuckerberg, on aurait dit, il était chez le CPE, mon frère. Mais vraiment. Non, Il vraiment. était sûr, il était. Oui, j'ai oublié mon carnet. Ouais, je te jure. Non, mais c'est chaud. Ah oui, Eux, non, en les fait, commissions parlementaires aux States, c'est autre chose. Les Pour dire Américains, la c'est vérité. simple. Enfin, la méthode anglo-saxonne dans l'interview politique ou autre et tout, même là, dans un cadre qui est pas le cadre de la télé et tout, c'est simple. En fait, eux, s'ils te posent une question et que tu ne réponds pas, ils te la reposeront jusqu'à ce que tu répondes. Et c'est toi qui passes pour un con. Et la seule fois où en France, j'ai vu quelqu'un faire ça, tu te rappelles, Mourad, c'était Anne-Sophie Lapix avec Marine Le Pen. Elle avait pas lâché Marine sur des questions. Et à la fin de l'interview, tout le monde avait fait « Waouh, Anne-Sophie, elle a tout déchiré et tout !» Alors qu'en vrai, elle a juste fait ce que le journaliste doit faire dans ce cas-là. Ouais. C'est-à-dire avoir des C'est très vrai, bastos, ça. fact-checker et pas lâcher. Et Mourad m'a toujours dit, mais moi, limite, je serais journaliste, j'interroge quelqu'un qui me répond pas. Si je lui pose 3 fois la question qui me répond pas, je dis, bah, vous savez quoi, on va arrêter l'interview. Oui. Parce qu'en fait, vous ne répondez pas aux questions, bah, on va arrêter. Ça, c'est du taf de journaliste. Bah ouais. Ça, En c'est fait, du journalisme de base. c'est ça, en fait, Vraiment. pour moi, tu vois, normalement, Vraiment. journaliste, t'es censé avoir une réponse. Si la personne veut pas jouer le jeu, bah, tu lui dis, allez, là, c'est bon, c'est pas grave. Ah ouais. On n'aura rien. Donc, autant. Et ça, les anglo-saxons, ils le font souvent. En Absolument. France, ils sont très médiocres. Apolline de Malherbe, elle croit qu'elle le fait, mais elle le fait qu'avec les gens de gauche. Voilà, c'est ça. En fait. Et en plus, elle répète pas la question, elle fait des questions reloues, en fait. Elle fait des questions Avec le reloues et elle procès, fait des en fait. têtes. Ouais. Tu sais. Hein Ah oui, Ouais, voilà. comment Pardon Oui. Excusez-moi. Après, elle fait des.
T'as envie de lui dire, hey, cousine, là-haut, t'es journaliste pas au ou téléphone avec... T'es pas en train de parler avec ton ex. Elle fait que des minutes, abusé, tu vois. Oh là là, elle me vénère elle aussi. Non, vraiment, je peux plus les médias français. Les merdias. Non, je rigole. Les merdias. Les journalopes, là, on n'en peut plus. Les merdias. Hein. Non, mais voilà. Donc, parenthèse sur ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement... Aymeric Caron, donc tout le monde a dit qu'il était chiant parce que comme il est estampillé NUPES, bah, c'est comme par hasard, il arrêtait pas de parler de CNews et tout. Et ben ouais, en fait, c'est un gros problème. C'est son boulot en fait. Et que c'était le boulot de la commission. C'est drôle en fait, quand il fait son boulot, il va quoi, vous êtes des fous les gars. Non, ouais, il parle que de CNews, bah parce qu'en fait CNews est problématique sur la grille. Un tantinet. Un tantinet. Hein, parce qu'en fait, dans la charte et dans le cahier des charges d'une fréquence donnée par l'Arcom sur la TNT, l'Arcom interdit d'avoir des chaînes d'opinion. Sauf ça, je savais pas. Ouais, c'est interdit. Okay. C'est que des chaînes d'infos normalement. Ah bah merde. Médias neutres. Ah bah mince alors. Bah on a un problème. Il y a erreur sur le... Il y a erreur 404 là sur le... Petite erreur d'adresse en fait. Ah, vous vous êtes trompé d'adresse. Mais c'est ça. Et l'enjeu il est là. Et le pire c'est qu'ils vont renouveler leur fréquence, je le sens. Bah évidemment. Ils ont pas de couilles. Oui. L'Arcom, franchement, il sert à rien. Pas de colonne vertébrale, il y a rien. J'aimerais trop qu'on puisse... Tu sais quoi ? Enfin, pas à la maison. J'ai pas envie de souiller la maison, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse interviewer le gars de l'Arcom pour lui dire, cousin, à part demander aux gens de mettre des gaffeurs, de mettre du gaffe sur les marques, tu sers à quoi, cousin ? Et encore, même si on le fait pas, en plus, il le verra dans un an. Tu vas te fâcher, voilà, dans un an, il va te fâcher. C'est pas bien. Parce que, ils sont tellement lents, l'Arcom, que parfois, tu sais, quand je regardais des articles où ils disaient l'Arcom a condamné TPMP à tant d'euros pour suite à machin, hein. À chaque fois, je vais sur la news en disant oh putain, parce qu'en plus, c'était pour le truc de la semaine dernière, ils ont été rapides. Après, tu vas sur le truc, ah non, c'était le truc de l'année dernière, autant pour moi. C'est-à-dire qu'il y a le truc de la semaine dernière qui va devoir être jugé. Et les mecs sont lents. Je veux dire, frérot, t'as rien à faire. Tu regardes l'émission avec tous tes gars et tout tes go, tu dis. Ah ouais, non, ça c'est illégal. Hop. Puis voilà, allez, tu prends 2 semaines, si tu veux, histoire de faire semblant. Max. Ouais. Mais fais pas 7 mois. Tu fais quoi pendant 7 mois ? C'est dur. Ouais, c'est dur. Ils doivent faire des sur-réunions de chez Réunion à l'Arcom, ça doit être incroyable. Ça doit être beau. Faudrait faire la réunion pour préparer la réunion de la commission qui permettra de faire la nouvelle réunion. Qui permettra pour la commission d'enquête. Faudrait déjà qu'on délègue et qu'on nomme. Ouais. Faudrait qu'on nomme des membres délégués afin de gérer la commission. Frérot, nous, on le fait le taf. Tu sais que les internautes font le taf pour l'Arcom. C'est la vérité. Hein. Et depuis longtemps. Ils segmentent, ils mettent les passages, ils les taguent. Non, mais ils leur disent voilà, tel jour, machin, le tu passage. Vas sur YouTube ou sur X, sur Twitter, c'est impressionnant. Sur X, les le gars, jour même. Hein. Mais oui. Vraiment. Moi, des fois, quand je dis t'as pas entendu ça, je fais ah ouais, bah tout de suite, tu vas sur les réseaux, tu trouves. Hein. Tu trouves très les vite. Gars, vous avez vos agents. C'est découpé et tout. C'est découpé. Il y a les commentaires et les sous-titres. Si jamais t'as loupé un truc, c'est sous-titré. Regarde. C'est en français sous-titré. Tu veux faire quoi ? Je sais pas ce qu'ils foutent. Franchement, l'Arcom, il me fout. Les gens, ils facilitent la tâche. Ah, ça, c'est du travail, tu vois, encore une fois. Travail versus emploi, exactement. Et donc, voilà, ils me foutent le seum. Mais c'est pas le sujet. Enfin, si, ça touche au sujet parce qu'en fait, c'est sur les médias. En gros, mon interrogation, c'est de se dire, OK, Xavier Niel, c'est cool et tout. Il vient avec sa démarche. Moi, j'aimerais avoir la 6 et tout, machin. Il a dit un truc très, très ouf. Il parle de TF1 et d'M6 dans son audition. Et il dit, en fait, TF1 et M6, leur ligne éditoriale, c'est celle de l'État. Après, il a dit, peu importe le parti, hein, mais en gros, ils suivront toujours le pouvoir en place. Donc, c'est pas très intéressant. Je me suis dit, ah ouais, le mec, il balance des... un petit gars de Créteil, hein, faut pas oublier, hein, attention. Hein, classe moyenne et tout. Hein. Bon, après, ça reste un milliardaire. Ouais, quand même. Quand même. Non, mais après, son école et tout. Moi, j'ai un pote, il a fait son école. Franchement, il en est sorti, il se met bien. Apparemment, l'école est bien. Faut pas chercher à me convaincre. C'est désespéré. Non, mais franchement, la Freebox, elle est dessinée par Stark. Hein. Genre, le mec et tout. Les passes Navigo, elles sont pas mal. C'est Stark aussi. Ouais. Non, mais tout ça pour dire que Xavier Niel, voilà, au final, ça reste un milliardaire qui veut avoir une chaîne. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir des milliardaires qui détiennent des médias ? Sachant que là, vous avez vu, je vous ai fait une petite liste non exhaustive de la poignée de personnes qui détiennent des médias majeurs en France. Est-ce que c'est une bonne idée déjà, tout court, d'avoir des milliardaires ?
Ça, c'est la question de base. Voilà. Ouais, ça sera notre épisode. Spoil alert, non. Donc, jamais. Mais en fait, oui, le problème, très sérieusement, en fait, quand on le prend, il y a un enjeu de démocratie. En fait, il y a un vrai enjeu de démocratie. Bon, c'est bien, on en a déjà parlé. Donc, confère, épisode, je sais plus c'est le combien d'ailleurs, mais sur la démocratie. Et donc, la réalité, c'est que justement, le journalisme est essentiel à une démocratie. C'est ça dont on parle. Parce que oui, effectivement, tu vois, par exemple, je savais pas sur le truc de l'opinion, chaîne d'opinion, machin, etc., chaîne d'info, etc. Parce que effectivement, lorsqu'on parle de chaîne d'information ou chaîne où il y a de l'information, donc on parle de journalisme. C'est à partir de là. Parce que évidemment, vous comprenez bien, pas toutes les personnes que vous voyez à la télé ou à la radio sont des journalistes. Hein. Ça, c'est important parce que les gens font la confusion. Avec les épisode 12 sur la démocratie. Yes. Et donc c'est toujours bien on fera des morceaux, on en mettra. Ouais. Mais concrètement, en gros, et c'est pour ça qu'on a dit ce qu'on a dit d'ailleurs dans l'épisode 12 sur la question de la démocratie, c'est que clairement une démocratie est très malade, même mourante, lorsque le journalisme n'est plus opérant. Ça veut dire quoi un journalisme opérant ? D'abord, il y a plusieurs expressions qu'on lui emploie. On emploie l'expression de quatrième pouvoir. Bon, t'imagines à quel point c'est gênant quand notre président adoré dit même que le pouvoir judiciaire n'est même plus un pouvoir. Donc, je te laisse imaginer que le quatrième pouvoir, voilà ce qu'il en pense. Hein. Ouais, c'est clair. Je trouve ça archi grave. Je comprends pas comment les juges ne sont même pas sortis. C'est incroyable. C'est vrai. C'est très grave de dire ça. Hein. Il avait dit ça quand ? Ça fait un petit moment. Ça fait quelques années. Hein. Parce que ça fait trop longtemps qu'il est là. C'est vraiment trop longtemps. Donc, on a l'impression que ça fait 20 ans qu'il est là. Ouais. Et lui, on dirait que c'est pas assez. Hein. Donc, c'est vrai que Hamza a une théorie là-dessus. Ouais, tout à fait. Ouais. Bref, on verra dans 3 ans. Ou 30 ans. Bref, donc concrètement, le truc, c'est que... comment dire, bref, Internet trop jeune. En tout cas... la question du journalisme, elle est essentielle parce qu'elle ramène à cette question. Quand on dit quatrième pouvoir, c'est l'expression qu'on retrouve chez les États-Unis quand ils parlent de watchdogs. Donc là, il faut lire clairement Les Nouveaux Chiens de Garde de Serge Halimi, qui est parfait. Parce qu'en plus, je crois qu'il a réédité, il a mis à jour La fabrication du consentement de Noam Chomsky. Sur justement ce qu'on appelle la propagande médiatique en démocratie. Tu peux rappeler ce que c'était, parce que moi tu me l'as dit en off, les watchdogs. Oui, voilà. Les watchdogs, littéralement, ça veut dire en anglais chien de garde. Et en fait, il y a ce paradoxe. C'est-à-dire qu'à la base, réellement, dans un système démocratique vraiment, allez, on va dire sincère, si on peut le dire comme ça, qui veut vraiment être dans une logique démocratique, l'enjeu, c'est que les journalistes doivent être les chiens de garde de la démocratie, donc des citoyens. C'est eux qui vont fouiller, chercher, vérifier la puissance publique, mais aussi les puissances privées, ne jouent jamais contre le peuple. C'est leur rôle, en fait. C'est vraiment des héros. Et honnêtement, je veux dire que je pense que tout le monde peut le voir là dans ceux qui nous suivent, que concrètement, vous l'observez en fait dans la plupart des contenus américains. Quand vous regardez les séries ou les films, vous remarquez à chaque fois que, surtout les séries policières. Les Spotlight ou aussi le film Spotlight. Là, tu vois vraiment. C'est une vraie référence. Ça, voilà, c'est une vraie référence. Il y a des grands classiques qui sont un peu plus vieux, même plus vieux que nous. C'est Mensonge d'État, etc., où tu as des journalistes qui vont chercher sur les questions de guerre. Le Watergate. Exactement. La place des journalistes, tu le vois aux États-Unis, en tout cas, vraiment, tu vois, dans les mises en scène, même dans les séries humoristiques, tu vois que les journalistes qui frôlent la ligne et qui ont presque tous les droits, en tout cas, qui essaient d'en prendre le maximum, qui sont vraiment à fond. Et ça, je parle même du journalisme national, fédéral et local. Il y a vraiment cet esprit. Les journalistes sont, en plus, il y a la mentalité américaine pionnière, où en fait, on est des aventuriers, on va jusqu'au bout. Moi, je trouve ça en plus très touchant parce que dans l'histoire américaine sur le journalisme, c'est entre autres la naissance de la sociologie américaine qui va se faire à Chicago. C'est un des fondateurs, c'est Robert Park, qui était un journaliste. Et tu vois, il enquêtait sur Chicago et sur les milieux de la pègre et le lien avec la police, justement. Tu vois, donc ça, c'est super intéressant. Alors par contre, c'est super risqué. Hein, c'est couillu de ouf de faire ça. Il y a un journaliste américain, en l'occurrence noir-américain, qui a eu un très gros problème. Il est décédé prématurément. C'est un gros problème, ça. Parce qu'il avait enquêté sur justement l'arrivée des narcotrafics dans New York. Spécifiquement dans les quartiers afro-américains. Par la CIA ? C'était son hypothèse. Ah, oui. Enfin, c'est plus que son hypothèse, parce qu'il l'a quand même démontré. Et pourquoi ? Parce que c'était pour mettre fin au mouvement, en fait. Les mouvements afro-américains qui étaient assez forts politiquement et socialement. Et donc, du coup, pour calmer l'émancipation. C'est ça. Ça a créé un truc horrible et un truc magnifique. Horrible, c'est le crackhead, voilà, exactement. Voilà. Magnifique, le disco. Oui, ouais.
Le disco, j'allais dire le hip-hop, mais non, c'est un vrai non, après, le hip-hop, justement, le hip-hop, c'était le remède. C'est-à-dire, il faut surtout pas qu'on tombe dans ça. Ah, oui. Et c'est pour ça qu'il y avait No Drag et tout. Ouais, exactement. Mais donc, pour revenir, les journalistes ont vraiment ce rôle-là. C'est ça, les watchdogs, tu vois. Ils sont nos chiens de garde. Ils y vont. Tu vois, parce qu'il y a la question, ils vont fouiller. Ils vont chercher partout. C'est vraiment ça, c'est des limiers. C'est comme quand on les critique souvent, on dit c'est des fouilles merdes. Mais oui, mais en fait, c'est littéralement leur objectif. Ils vont dans les poubelles et tout. Enfin, mais dans les films, et les séries américaines, tu le vois beaucoup, ça. Ouais. En France, c'est... j'allais dire, nous, en France, c'est des chiens de garde, mais de l'État. Et voilà, en fait... je veux dire, de l'élite en place. Et ça, c'est la théorie renversée. C'est-à-dire que c'est exactement ce que disent les auteurs critiques, dont justement les auteurs des nouveaux chiens de garde, c'est qu'à la fin, les chiens de garde deviennent les chiens de garde non plus du peuple, mais des dominants et de l'élite et des intérêts privés. Et à ce moment-là, en fait, c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. En fait, c'est affreux, mais c'est pas surprenant en France de le voir comme ça, parce que c'est un peu même l'origine de la presse française. Et ouais, l'origine de la presse française, si je le fais supra vite, mais c'est la Gazette du Palais, en fait. C'est la Gazette du Palais, c'était le seul journal qui était titré, c'était le journal pour le roi. Donc le roi, il a bien fait caca aujourd'hui, le roi, il a reçu tel machin, le roi, il fait ci, le roi, il fait machin, notre bon roi est en pleine forme, notre bon roi va chasser dans le domaine de Louvois, etc. Et donc concrètement, en fait, c'est vraiment les effets de la royauté, tu vois ce que je veux dire. Et l'idée, c'est plus tu fais un article élogieux, plus tu as les faveurs du bon roi. Oui. C'est ce qu'on a remarqué dans la commission, avec certains parlementaires qui ont une fâcheuse tendance à parler trop gentiment avec Bolloré et compagnie. Parce que, non, mais attends, mais il y en avait un d'ailleurs, parenthèse, quand il avait reçu, je sais plus si c'était Arnaud ou un truc comme ça, le parlementaire, il a osé dire oui, voilà, on souligne toutes vos activités qui sont très larges, et notamment aussi vous êtes aussi viticulteur, hein, et vous avez un excellent vin, le machin, pour pas le nommer et tout. Ouais, et le mec, il a fait la pub. Et puis, t'as envie de dire, frérot, t'es sérieux là? Un petit cirage. Ouais, c'est ça. Donnez-moi votre chaussure. Ouais, j'adore le vin. Une petite place. On est ensemble. Mais c'est ça, parce que et c'est là que mais d'ailleurs, c'est pour ça que là où c'est intéressant, c'est que la digue aux États-Unis, elle est quand même assez forte. Par exemple, honnêtement, le New York Times continue de faire des enquêtes assez stylées. Dans le sens, malgré tout ce qui se passe, franchement, il y a quand même des enquêtes assez fortes. Mais le truc, c'est qu'aux États-Unis, il y a tellement de journalistes. Il y a tellement de journaux locaux, etc., qu'en fait, quoi qu'il arrive, il y a une vraie surenchère positive d'un journalisme d'investigation poussé. Et c'est pour ça pourquoi justement, il y a toujours ce truc des théories de complot aux États-Unis, mais parce qu'en fait, c'est vrai. Ils comprennent qu'il y a des champs organisés, il y a des gens qui s'organisent pour faire des choses, et les journalistes, ils les déjouent. Ça se joue toujours comme ça, en fin de compte. Mais ça fait partie de la culture américaine, mais ça fait partie de la culture politique. Nous, on n'a que Mediapart ou Canard Enchaîné qui... C'est ça. Le Canard Enchaîné bénéficie plus... En fait, lui, c'est surtout qu'il bénéficie en quelque sorte de fuites et de sources bien placées. Tu vois, alors que Mediapart, lui, va beaucoup plus fouiller, en fait, même si Canard Enchaîné le fait quand même, hein, mais Mediapart, lui, va commencer à fouiller, même fouiller les problèmes. Ouais. Tu vois, franchement, là, Sarkozy, Libye, Kadhafi, c'est ouf. C'est impressionnant. C'est même dangereux pour eux. Hein. Mais tu sais que c'est souvent aussi une convergence et une coordination entre des journalistes de presse établis et des journalistes qui sont un peu indépendants et qui arrivent en fait à chercher, etc. C'est pas facile de faire ça. Mais d'ailleurs, c'était pas super bien payé. Hein, ah non, franchement, c'est pour ça c'est une vraie affaire de conviction. Franchement, il y a pas une vocation. Ah ouais, il y a vraiment pas de doute. Moi, j'ai un immense respect pour ce journalisme-là, en fait. L'ennui, c'est que franchement, en France, il se fait super rare. Quand tu viens, tu dis juste Mediapart, ça fait mal, hein, parce que tu dis c'est tout. Ah, c'est gênant quand même. Hein. C'est un média digital. Et puis pareil, en plus, on lui refuse à chaque fois des subventions, il me semble, parce qu'on ne le considère pas comme une presse. Et donc, par rapport à tout ça, c'est là que tu vois, donc ça, cette première question, il y a un enjeu immense à ce que le journalisme soit safe, soit vraiment indépendant, autonome, et même qu'il soit coup de poing. C'est un enjeu démocratique. Parfaitement. Bon, pour qu'on soit très clair, en France, c'est mort. Voilà, non, mais c'est tout, c'est mort. À part Mediapart, c'est mort. Parce que là aussi, Mediapart, et parce qu'on arrive sur le deuxième élément, la question de moyens. Ouais. Parce que, comme tu as dit, en vrai, c'est la même chose. Hein. C'est là on parle de vrai travail. Les vrais journalistes ne font pas ça pour l'argent. Ah non, c'est sûr. Tu vois, clairement. Mais tu vois, moi, j'avais eu la chance de rencontrer avec Mourad Gaël Borgia, qui a été... c'est une journaliste malgache qui a été pris Pulitzer.
Et en fait, C'est ouf d'avoir le prix Pulitzer. Ah bah ouais. Et elle, en fait, elle me disait, parce qu'on l'avait approchée pour un projet autour de, justement, de pouvoir financer via la crypto des enquêtes. C'est On une voulait bonne faire idée, un ça. gros truc, tu Ouais. vois, ouais, mais c'était un peu compliqué de les convaincre parce que c'est sûr que c'est un truc un peu nébuleux pour beaucoup, la crypto, etc. Mais on avait imaginé un système. Bon, malheureusement, ça a pas pu porter ses fruits, mais notre but c'était ça. Et en fait, elle me disait, bah putain, nous, moi, j'ai une enquête que je voulais faire, c'était que j'avais commencé, mais j'ai pas les moyens de la Ouais, ça demande des continuer. moyens, vraiment. C'était le lien entre les réserves d'or à Madagascar qui sont pillées par l'État français. Elle avait des problèmes, elle. Et, ouais, et elle dit, le problème c'est que je dois payer. Tout se passe déjà en pleine forêt. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, il faut que j'ai des 4x4. Il faut que je sois accompagné de gens, Des gens pour sa d'éclaireurs, sécurité, tout ça des aussi. gens pour la sécurité. Tout à fait, tout à Elle me fait. dit, et tout ça, j'ai dû le mettre en stand-by, alors qu'elle m'a dit, je tiens un truc là, mais qui est dingue, mais je peux pas y aller au bout, donc c'est vrai que votre projet m'intéresse et tout. Et tu dis, c'est triste. Bah, t'as vu, par exemple, je trouve que c'est super bien présenté. Ça peut paraître bizarre de le dire comme ça, mais sans rire, dans le DC Comics de Superman. Ah ouais parce que c'est qui la compagne de Superman au final? C'est Loïs. C'est vrai, c'est une journaliste. C'est une journaliste. Mhm. Et en fait, c'est très lié à une vision sublimée, même caricaturale, mais intéressante, du journalisme en fait puissant. Qu'en fait, c'est lui qui met la lumière sur des choses. Qu'en fait, tu peux être fort en intervention, comme Superman, mais si t'es pas au courant, si tu sais pas ce qui se passe, tu peux pas intervenir. Si tu sais pas qu'il y a un truc malsain qui est en train de se préparer en loose, tu peux pas intervenir. Et le journaliste, c'est exactement le travail qu'il fait. Et ça demande énormément de moyens quand on veut faire de la vraie investigation. Et il y en a plus beaucoup maintenant, Non. des journaux qui. Et puis une vocation. Il y a encore Le Monde qui peut. En fait, les grands le monde sont reporters, il y en devenus a de plus en plus beaucoup. décevants. Ouais. Et le monde sont devenus de plus en plus décevants dans cette ligne. Parce que Quand je dis encore Le Monde, c'est parmi ceux qui financent les grands reporters. Mais en fait, c'est vrai, justement, Gaël Borgem m'expliquait qu'il n'y a qu'une poignée de journalistes qui arrivent encore à avoir les moyens de faire des enquêtes sur le long cours en mode 6 mois où tu es payé à faire une investigation. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une logique économique. C'est comme de la recherche universitaire, ça demande beaucoup de moyens et d'efforts. Sauf que la logique économique... C'est impressionnant, je trouve ça fabuleux. Mais aujourd'hui, en fait, ils ont besoin d'oseille rapidement, donc il faut qu'ils fassent de la fast news. Voilà de la censure. Tu prives les moyens, c'est de la censure. T'as pas besoin de supprimer un article, t'as parfois pas besoin de supprimer le journaliste parce que malheureusement, c'est quand même ce qui s'est produit. Franchement, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est un des événements qui m'a marqué. Ça a eu lieu il y a même pas 10 ans, si je dis pas de bêtises, peut-être un peu plus que 10 ans. Une journaliste maltaise qui avait enquêté en fait sur les dépôts de déchets toxiques au large de la Somalie. Elle a fait tout un dossier là-dessus. Ça a révélé qu'on était bien trempés dedans, les pays européens. Ah ouais, mais bien comme il faut. Mais ça amenait à des malformations chez les enfants, etc. Enfin, c'est ignoble. Elle a tout documenté. Voiture piégée à Malte, elle s'est fait tuer, en fait. Et les journalistes, beaucoup de journalistes se sont mobilisés, etc. Mais honnêtement, je vais être méchant, mais je veux le dire clairement, en France, c'était timide, la mobilisation pour cette journaliste. Parce qu'il y en a qui au monde, ils en ont parlé, etc. Mais franchement, c'était timide. Et ça, pour moi, c'est comme ça, en fait, que la liberté se meurt. Parce que la liberté se meurt quand l'information n'est plus là. Parce que si t'es plus informé, tu peux plus être libre. Parce que tu ne connais plus, comme on dit, tu connais plus la taille de tes barreaux, ni de tes chaînes. Tu vois, c'est ça en fait. Et tu ne vois pas où loge réellement ton tortionnaire. Donc toi, tu crois que t'es libre, mais en fait, non, c'est pas vrai. On est en train de faire des trucs dans ton dos. C'est ça le travail du journalisme. Et c'est très noble, c'est super important, mais il y en a qui se sacrifient. Moi, je trouve ça, mais je connaissais pas cette histoire. C'est très puissant, c'est vraiment très puissant. Et quand tu vois qu'il y en a encore qui font ça, qui cherchent à faire ça, tu te dis franchement, il y a de la conviction. Donc en fait, la vérité, c'est que si demain, par exemple, l'Arcom devait être réattribué ces news, il faudrait pas qu'elle qu'il réattribue la chaîne à un énième à un homme puissant milliardaire qui même tout bon sentiment veut-il faire transparaître, c'est mort aura forcément des intérêts. Enfin, je pense que Xavier Niel, ça le ferait chier de se dire j'ai une chaîne qui s'appellerait, je sais pas, H News par exemple, pour Hamza News, et que d'un coup il y ait des putains de trucs sur Free machin, et en même temps tu voulais de l'indépendance, et si j'ai envie d'enquêter sur toi, c'est comment? Exactement. Mais c'est incompatible. Ou surtout sur tes potes, parce que moi par exemple, regarde, je me mets à sa place, j'ai K-News, voilà, qui est une chaîne
Et toi, par exemple, t'as lancé Hamza Kebab, ça cartonne et tout. C'est le mec, vraiment des mises en scène nulles. Et là, je vois que mes journalistes sur K-News, ils commencent à faire oui, scandale, chez Hamza Kebab, ce serait La sauce de la blanche, viande c'est pas chelou, grave, sauce blanche en vrai. On ne se connaît pas son origine. Et donc, moi, je vois ça, bah, comme t'es mon frangin. Flemme, j'ai pas envie de te tirer dans les pattes. En plus, j'ai mis des billes dedans. Donc c'est ça. voilà. C'est ça. Donc je vais dire bah non, ça enlevez-le, ça me plaît pas trop quoi en fait. C'est ça. Et en fait, tu te retrouves dans cette position, bah oui, tu vois, Mais bien tu sûr. peux pas. En vrai, Bien faut pas. Mais Et parce que- toutes les chaînes d'infos, on devrait les garder, mais enlever en fait. Après, je suis un fou, donc je vais te le dire un peu crûment. Vas-y. Ok, dis les mais termes. non, mais parce que le truc clairement, c'est que si il y avait du vrai journalisme intégral complet, en fait, matin, midi et soir, il serait mobilisé à expliquer que les milliardaires ne devraient plus exister. C'est aussi simple. Non mais vraiment, parce qu'il expliquerait que c'est complètement incompatible avec le système économique. Oui, parce que sur le fameux système économique libre et concurrence pure et parfaite, machin, l'offre et la demande, non, c'est pas possible. Quand t'as des milliardaires, c'est terminé. Comment un représentant de l'État peut-il être égal avec Bernard Arnault ? Comment tu peux avoir de l'égalité en fait avec quelqu'un qui pèse plus que la fortune d'une partie de la planète ? Tu peux pas. Quand ils amènent Bolloré au Parlement, mais ils les regardent tous, ils leur font « Oh, bande de petits cons. Je me lave avec votre salaire, en fait. » C'est-à-dire que, littéralement, il n'y a pas d'égalité. Et c'est pour ça que, si c'est des chiens de garde de la démocratie et de la liberté, ils vont mordre tout de suite sur le milliardaire, jusqu'à ce qu'il lâche. Ça veut dire quoi ? Il lâche ses milliards. Ouais, tu vas les lâcher, mon grand. Parce que on va comprendre que c'est la captation des richesses, c'est des détournements. En fait, c'est de fait du détournement de fonds. Non, mais c'est légal. Mais c'est pas légal, en fait. J'en ai rien à faire, en fait, de que ce soit légal. La royauté, c'était légal, hein. Oui, la royauté, c'était légal. La Bastille, c'était légal. Mais Tu concrètement... pars du principe que il y a forcément une étape où où il y a du vol, ou de l'exploitation. Si tu veux, on prend une excellente image. Un milliardaire, c'est exactement comme quelqu'un qui a un immense complexe de piscine dans une ville où il y a de la sécheresse. C'est aussi simple que ça. Voilà un milliardaire. Tu vois ? Il se baigne tranquillement et en plus, il peut même pas utiliser toutes ses piscines. C'est ça qui est dingue. Et pendant ce temps, les gens, ils sont en train de crever de soif. Ça va pas, ça marche pas cette histoire. Circule l'eau, allez, on perce ton truc et l'eau va circuler. Et après, elle reviendra. Je vais pas être milliardaire, putain. J'étais à ça, hein. À 5 € près, je passais le milliard. Tu vois, je t'ai retenu. Heureusement que t'es là. Après, je vais m'occuper des millénaires. Non mais parce que, mais moi je veux, moi je veux que tout le monde soit millionnaire. Mais parce que pour moi, il y a une preuve que les gens que tout le monde peut devenir millionnaire. C'est pas possible. Mais si, bien sûr que si, c'est tout à fait possible. Historiquement et humainement, en dehors même du spéculatif, on n'a jamais généré autant de richesses dans l'histoire humaine. Là, en ce moment. C'est prodigieux. C'est vraiment prodigieux. Et que si on assainissait, là je le dis super vite, mais c'est un truc à développer, si on assainissait réellement l'économie, on le serait encore beaucoup plus. Et en plus, il y a des leviers, des moyens pour rendre tout le monde super riche. Mais sauf que c'est une question que c'est ça qui est énervant avec les allumés de l'économie. Non, mais régulation, le marché, c'est du pouvoir. Ce n'est qu'une question de pouvoir. Si on s'assure que 5, 6 personnes, 10 personnes possèdent les milliards, tu sais, des fois, c'est ce que j'ai tendance à dire, c'est même pas des vrais milliardaires, dans le sens, ils n'ont pas forcément un vrai pouvoir sur leurs milliards. Parce que, encore une fois, regarde, ils ont tous ces milliards-là, ils vont passer toute une vie en utilisant même pas une partie. Alors certains vont dire oui, c'est des actifs, mais qu'est-ce que ça fait en tant que d'actifs ? Oui, mais ça fait de la valeur. Ça fait de la valeur que pour son titre, mais ça fait même pas de la valeur pour l'économie en elle-même. Ouais, on continue de licencier, mais ça fait rien tourner. Ça ne fait rien tourner. Oui, ça crée des emplois, mais vous êtes sérieux ? Vous savez faire de la proportionnalité ou pas ? Faites de la proportionnalité. Si vous voulez faire vraiment si vous voulez dire que ça crée des emplois, faites de la proportionnalité, vous verrez. Parce qu'on sait ce que ça signifie. 40 milliards, c'est un budget d'État sur une année qui permet à des gens, qui garantirait pour des gens, pendant 1 an, 2000 balles par mois. Pour environ 30 millions d'individus, grosso modo. Je suis fâché avec les maths. Vous faites le calcul, vous savez faire. On le fait. Donc concrètement, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc quand des personnes, il a 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards, les gars, ça va, vous comprenez pas le titre ? Une personne, elle a l'équivalent d'un budget pour des millions de personnes. Il y a un truc qui pose problème. Et encore une fois, je le répète, la grosse différence, c'est que lorsque des personnes simples, elles ont 1000, 2000, 5000, 10 000 euros, 20 000, 30 000 euros, elles vont les dépenser ou peut-être les investir ou les épargner. Alors que les milliardaires, ça équivaut littéralement à faire dormir l'argent et à s'écraser sur l'argent, que personne d'autre n'utilisera. Faut comprendre, c'est des dragons.
Tu vois, non, mais comme dans Commence pas à dire dragon céleste, on va être dans la sauce. j'ai pas dit ça. Mais, non, mais quand parce que tu sais, l'image médiévale des dragons, c'est une créature assez abominable et accessoirement plutôt bête qui dort sur des millions et des millions de pièces d'or. Mais elle est là l'image. C'est vrai. Ben oui. Bah ouais, c'est pour ça qu'il faut le dégommer. On va le dégommer en fait. On va venir en groupe et on va s'occuper de lui parce que il sait pas se servir de cet argent parce que ça sert à rien. Il va même le faire fondre avec ses flammes. C'est vrai que le dragon, ça sert à rien qu'il ait de l'oseille. Mais non, clairement pas. Il comprend, lui, tout ce qu'il veut, c'est bouffer. Mais c'est ça l'image en fait. En fait, elle vient de là l'image. Donc à la fin, les gars, ils se mettent un peu de courage parce que c'est chaud d'attaquer un dragon. Et ouais, c'est chaud d'attaquer un milliardaire. Donc faut se mettre un peu de courage, préparer des épées et tout. Ça, je sais pas pour le créateur de One Piece, il est parti. Je suis pas encore dans cette rêve. En plus, tu sais, je suis encore un débutant moi sur le. Ah, parce que mais Oda, c'est un génie. Absolument, ça, je suis tout à fait d'accord. Un génie absolu. Ça, je suis tout à fait d'accord. Le peu que j'ai vu, c'est très stylé. Mais tu vois, voilà. Ouais, d'accord. Il est là le problème et c'est donc incompatible avec tout en fait, avec les libertés, avec le journalisme, avec l'économie, avec la prospérité, avec la santé. C'est incompatible avec l'éducation. C'est incompatible avec tout. Les milliardaires sont littéralement représentent un virus pour un système normal. Clairement. Voilà. Ça. Bah en fait, c'est cool. Mais c'est bien parce qu'au final, l'épisode, je changerai la vignette. Ce sera sur les milliardaires. Est-ce que ça doit exister un milliardaire? En plus, c'est accrocheur. Mais si tout le monde est millionnaire, oui. D'accord. Ouais, mais si tout le monde est millionnaire, j'espère qu'ils vont pas nous mettre la baguette de pain à 200 000 balles, tu vois. C'est pas grave. Oui. Non, mais c'est chiant. 200 000 balles, c'est beaucoup quand même. Oui. 200 000 balles, c'est beaucoup quand même. 500 €, quoi. Tu vois. Voilà. Oui, mais 500 €, oui. Tranquille. On va se retrouver comme avant l'euro en Italie. Là. Mais c'est un millionnaire, le boulanger. Tu vois, tu comprends le cercle vertueux? Ouais, c'est vrai. Il va se dire, mais j'en ai rien à foutre en fait. Je te la donne la baguette. Je te la donne la baguette. Moi, je suis humble. Ça me fait plaisir. C'est quoi, franchement? Prends-en même 2, 3. Ah, mais c'est trop. Bah, d'accord. Prends un pain au raisin. C'est le seul truc on se battra pas pour. Non, ça, tranquille. Ça, c'est cadeau de la maison, de la famille. Non, mais j'aime bien. Bah, c'est bien parce qu'on a pu faire une vision d'ensemble et on pourra en parler des heures. Évidemment. C'est déjà cool. C'est notre épisode le plus long, sache-le. Oh là là. Mais je suis content. Ben non, mais c'est bon. Maintenant, on est staffé et tout. On a ce qu'il faut. On est des oufs. On est des oufs. On a toujours Gaël Canicagnan qui est derrière la caméra et au montage. Derrière la thème, elle est là en réalisation, au trucage, au sound effects. Et au set design, aux effets spéciaux. Aux effets spéciaux, à la colorimétrie. Aux cascades. L'étalonnage, c'est le mec qui répète les mêmes trucs. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Merci à ma petite Gaëlle. Merci à Mourad le showrunner aussi de nous avoir préparé cette belle émission. Mani qui est pas venu non, il nous boude. rendre visite. Il nous boude maintenant. Voilà, il nous boude. Merci à Elsa qui était le public de ce soir. Continuez de nous suivre sur tous les réseaux. Comme challenge des commentaires. Et le challenge des commentaires, oui, lâchez, faut atteindre le 100 commentaires sur la prochaine vidéo, sur cette vidéo qui sort, pour voir si ça fonctionne comme on le souhaite par rapport à ce truc d'algorithme. En tout cas, c'est toujours un kiff. On arrive bientôt au 20e épisode. Là, c'était CKR épisode 10. C'était CKR. Ouais, je suis encore sur le jardinier marocain. C'était CKR épisode 17. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine déjà.